Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est de vous commander un petit mochi au sakura, d'allumer pourquoi pas les bougies pour une ambiance manga sûre, et surtout de lancer Entrepods en mode no life. Alors, lancez la radio peut-être, hein, mais surtout, soyez prêts à rencontrer une passionnée qui a décidé de faire du manga son métier. Alors j'espère que vous l'aurez deviné, je parle bien évidemment de Caroline Segara, qui est là avec nous aujourd'hui pour raconter son histoire de lectrice. Allez, 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepods. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode d'un nouveau concept que peut-être vous connaissez déjà. Histoire de lecteurs, histoire de lectrices, l'occasion de rencontrer des personnalités, mais avant tout des lecteurs et lectrices. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, que dis-je, le plaisir d'avoir une invitée tout aussi spéciale que tous les autres. Vous l'entendez sûrement au micro. J'ai l'honneur de rencontrer une animatrice, une streameuse et peut-être une Magical Girl. Ça, on ne le sait pas encore. Caroline Segara. Bonjour Caroline. Bonjour, je crois que j'ai la ref pour la Magical Girl. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir dans ce petit podcast qui a l'air très sympathique. Mais merci beaucoup et merci à toi de venir sur ce plateau, mais non, sur cette émission. Alors, comme tu l'as entendu, c'est l'occasion aujourd'hui de parler de ton histoire en tant que lectrice, comment le Ouais. manga t'a influencé, comment tu te sens lectrice. Et justement, pour commencer l'émission et peut-être pour que tu te présentes toi-même, une question très simple, comment tu te définis en tant que lectrice ? Eh bien, je me définis comme une lectrice, en tout cas, quand même assidue, parce que je me rends pas compte comment les gens lisent en matière de hobby, en matière de plaisir simple. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal, en fait, à, on va dire, vivre des passions de manière pas trop obsessionnelle. J'ai toujours lutté contre l'obsession, d'ailleurs, parce que des fois, je découvre quelque chose et je me dis « Ah mon Dieu, je vais ne vivre que pour ça toute ma vie », comme ça a été le cas quand j'ai découvert la musique japonaise. C'était un peu too much la manière dont j'ai plongé dedans. Et Ouais. puis bon les mangas, les animés, tout ça, ça a toujours été un peu extrême par période. Donc j'ai envie de dire, je suis peut-être une lectrice un peu fluctuante, mais aujourd'hui lire c'est dans mes activités professionnelles, je lis pour le travail aussi. Donc c'est pas la même manière de lire, parce qu'à partir du moment où on doit lire quelque chose, être capable d'avoir bien saisi tous les tenants et les aboutissants du propos, pouvoir les retranscrire et pouvoir expliquer aussi finalement pourquoi il y a un intérêt ou pas à aller se diriger vers cette œuvre-là. C'est pas la même manière de lire que juste en se disant: «Waouh, j'ai trop kiffé ma lecture, allez on passe au tome suivant». C'est pas du tout la même manière de se concentrer sur un livre. Donc j'ai envie de dire que j'ai appris à lire différemment, en tout cas en tant que lectrice. J'ai eu une évolution dans toutes ces périodes de lecture que j'ai eues, que ce soit entre le moment où j'étais plus jeune, adolescente et aujourd'hui adulte aguerrie. Donc je sais pas quels sont les différents types de lecteurs qu'on peut être, mais je pense que je suis une lectrice un peu warrior aujourd'hui, même si j'ai eu des périodes, et je pense que c'est un peu la fatalité quand on est obligé de lire constamment pour le travail. J'ai eu des périodes où je voulais plus lire du tout. J'ai eu des périodes où là j'étais en mode non, cette semaine je lis rien, je veux plus lire. Non, c'est trop. Là c'est trop. Ou alors il fallait absolument que je lise mais des choses qui n'ont absolument aucune connexion avec mon Ah, travail. ouais, OK. Et du coup, c'était vraiment ça, par contre, c'est très libératoire. Mmh. Mais voilà, je me rends compte du coup un peu de comment je fonctionne et ça m'a l'air en fait très très logique finalement. Donc il y a des périodes où vraiment je ne veux plus lire et donc j'essaye de faire en sorte que ce soit des périodes où je n'ai pas besoin de lire absolument. Ouais. Et il y a des périodes où je suis en forte consommation, plusieurs tomes par jour de manga. Mais pour moi, c'est très long. Pour moi, c'est très long parce que je mets à peu près 1 heure par volume de manga. OK.
Et du coup, bah, c'est très, très chronophage, quoi. Merveilleux, tu viens de le citer, tu as eu ta période adolescente, ta passion qui t'a suivi jusqu'à ce que ça en devienne ton métier. Si tu le souhaites, je te proposerai de me rejoindre pour faire un voyage dans le temps Oui! et de parcourir toutes les étapes de ta vie en tant que lectrice. Et on va faire un petit warm-up puisqu'on va commencer avec le tout début. Il me semble que tu es de la génération du Club Dorothée. Ouais. Ça a été quoi ta première expérience manga? Bah, en fait, moi, elle a été assez tardive finalement parce que à l'époque où je regardais le Club Dorothée, j'avais pas connaissance en tout cas de l'existence des mangas. Je Mmh. regardais ces dessins animés à la télé finalement, comme des dessins animés, qu'on pouvait voir ailleurs, mais j'avais déjà détecté gamine que c'était vachement différent d'une prod américaine, par exemple. J'avais pas D'accord. forcément les termes pour les définir absolument, mais je ressentais déjà cette différence entre, est-ce que si je regardais, par exemple, Ranma 1/2, attends, c'était quoi qu'il y avait comme j'ai même plus d'exemples de dessins animés américains qui avaient la même période, pour dire. Mais je Ouais, ouais. ressentais, Mmh. rien que dans le design, même dans l'animation, c'était pas du tout pareil. Les thématiques étaient pas non plus les mêmes. Mmh. Je trouve qu'on voyageait plus dans l'imaginaire, avec, les japonais, mais bon, voilà, c'était vraiment un ressenti, très personnel. Ouais. Donc pour les mangas, j'en ai pas eu connaissance avant d'arriver au lycée, mais en même Ouais. temps, j'étais au lycée fin des années 90, Mmh. donc je sais que c'était pas si longtemps avant qu'il y a commencé à y avoir vraiment du manga mis en vente sur le marché. Donc je suis un peu arrivée sur les premières années aussi. Et mon premier manga, le premier que j'ai acheté en tout cas, c'était grâce à la télé, dans le sens Ouais. où j'étais, je crois, déjà au lycée. Et j'étais, merci maman, hein, d'avoir investi dans le câble et le satellite. Elle voulait qu'on ait le confort max à la maison parce qu'elle n'était pas souvent là. Et donc on avait toutes les chaînes qui existaient. On avait une chaîne qui s'appelait Fox Kids. La Et fameuse, sur bien cette sûr. chaîne, tout à fait, vraiment, il y a eu plein de trucs super bien dessus. Il y a eu Cardcaptor Sakura, entre autres, Et oui. qui a été le revival de cette passion que je n'avais plus vraiment, en fait, parce que quand on devient collégien, on passe par des phases où il faut faire comme tout le monde, etc. Donc, je me suis intéressée aux boys band pour faire comme tout le monde, etc. Mais c'est fou parce Ouais. qu'en fait, en vrai, ça m'intéressait pas tant que ça, quoi. Alors j'allais te Et demander, tu as eu ouais. ta période rebelle quand même, par rapport au manga au collège, collège et lycée? Rebelle dans quel sens? Rebelle, alors c'est quelque chose que je mettais en avant dans le premier épisode, c'est-à-dire que comme, ce qu'on peut avoir avec les Lego, c'est-à-dire que tu en consommes, plein quand tu as, 5-6 ans, tu es fan de ça. Quand tu es adolescent, tu vas dire que non, c'est un truc pour gamins et plus tu vas commencer à vieillir, plus tu vas commencer à te réintéresser à tous ces médiums et c'est là où la nouvelle flamme apparaît et ensuite c'est le Moi, c'est j'ai la pas route, eu quoi. besoin de passer par cette étape parce qu'il y en avait D'accord. juste pas. Il y Ah avait oui, une bah fois que oui, le club mmh, Dorothée, en fait, s'est arrêté, il y a eu Tefu, je crois, qui a pris la ouais, suite, dans la programmation. Et il y avait quoi? Juste Pokémon. Il y avait pas effectivement, ouais. grand-chose de plus. Tout était, d'autres pays. Voilà, c'est des productions d'autres pays. Mmh, Donc moi, je m'y retrouvais plus du tout. Moi, je m'y retrouvais ouais. plus du tout là-dessus. Et en fait, le collège, en fait, juste personne n'en parlait. Personne ne parlait ni de ce qu'on avait regardé gamin, ni de voilà, enfin ça n'existait même juste pas pour les gens. Donc le collège, j'ai pas eu besoin effectivement de passer par ces étapes-là. Ça n'existait juste pas dans ce qui m'entourait. Il y avait vraiment que, les girls band, les boys band et tout. Et vraiment, c'est en quittant le collège, que, bah, du coup, en fait, au niveau de la programmation télé, c'est là que j'ai commencé à voir tout ça. Et en fait, j'ai refait un plongeon, mais j'avais pas eu besoin de quitter absolument tout Ouais, ça parce qu'en fait, c'est d'accord. une séparation parce que c'était la De fait. fatalité. Ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, ça a été des retrouvailles, qui ont été, géniales, et surtout des retrouvailles où je comprenais parce qu'il y avait des explications, on comprenait: «Ah mais en fait, c'est des productions japonaises», Mmh. et donc effectivement, tout ce que je regardais dans ces animés petites qui, incarnaient finalement parfois beaucoup les tranches de vie et les quotidiens, des japonais, hein. Quand on est dans Ranma 1/2, c'est des maisons japonaises, par exemple. Donc il y a énormément de la culture, en fait, qui se déploie à travers ces œuvres également. Je pense aussi, par exemple, à Juliette Je t'aime, où on est là aussi dans finalement même une œuvre très sociétale. Et en fait, tous ces aspects-là, toutes ces choses en fait que j'avais vues gamine, en fait, mine de rien, elles avaient planté une petite graine à ce moment-là. Et c'est vraiment le moment où du coup, je suis tombée sur Cardcaptor Sakura. Et pour moi, c'est vraiment l'œuvre la plus importante parce que c'est elle qui a tout fait basculer.
Et OK. vraiment, c'est tout à cause de Cardcaptor Sakura, où en fait, je suis replongée dans ce quotidien du Japon Ouais. qui est pas du tout celui qu'on connaît de la France et que je me suis dit: «Mais attends, il y a une manière différente de vivre. Les gens, ils préparent des petits paniers repas, des bento, mais c'est incroyable». Beh, Et puis, oui. enfin, j'étais en mode: «Mais elle va en roller à l'école». Bon, ça, peut-être qu'on peut le faire dans plein de pays du monde, mais enfin, il y a plein de choses qui me fascinaient, l'uniforme, enfin, toutes ces règles établies aussi au sein de l'établissement, enfin, tout un ensemble de choses qui, me charmaient et il y avait un rebond. Il y avait un rebond qui se faisait par rapport à mes souvenirs aussi de tout plein d'animés que je regardais plus jeune. Et ça a été la période où plein de chaînes de télé, du câble et du satellite se sont mises à diffuser des animés, que ce soit des animés donc actuels puisque Cardcaptor Sakura faisait partie des animés actuels du moment, mais il y a eu aussi, bah, du coup, d'autres chaînes comme Manga par exemple qui se sont mis à récupérer plein de fonds de catalogue. Moi je me rappelle avoir vu, Les Samouraïs de l'Éternel. C'était un kiff énorme avec mon petit frère, on se regardait ça, puis on chantait le générique et tout. Enfin c'était non, Génial. on a eu des soirées incroyables, à se mater tout ça parce qu'on avait tout à notre disposition grâce à ma maman. Et Ouais. on a plongé là-dedans avec mon petit frère. C'est devenu vraiment quelque chose de très très fort pour nous. Et ce qui est génial, c'est que en fait, ça collait bien avec la période du lycée pour moi parce que en fait, j'ai commencé à trouver des identités aussi un petit peu alternatives qui étaient pas classiques et qui, pareil, s'intéressaient à des choses un peu différentes. J'ai rencontré une copine qui m'a dit qu'elle apprenait le japonais en autodidacte avec un bouquin acheté à la Fnac. J'ai fait quoi? Mais c'est incroyable, mais moi aussi. Et en fait, comme j'étais en études de cinéma aussi, j'avais une option cinéma au lycée. Bah, en fait, on aimait bien un peu aussi du coup, les prods et les réas un peu originales et je me rappelle, on allait à un petit festival, avec donc cette, team de gens qui faisaient également le cinéma avec nous, où on est allé voir, il y avait un petit festival, je sais plus, c'était à Argenteuil, je crois, il y a un festival du cinéma et il y avait des gens qui vendaient des bobines de Goldorak. Et on était comme des folles et tout. Enfin, je me rappelle, c'était juste phénoménal et puis on regardait, on admirait, du coup la manière de réaliser finalement parce qu'il y a un regard de réalisateur aussi, même pour de l'animation et enfin voilà, toutes ces étapes-là où on se met à connecter finalement avec des gens, on découvre qu'on a des passions communes, on est tous arrivés d'une manière différente, mais on arrivait à se connecter là-dessus, ce qui amplifie, énormément aussi la passion, l'envie de mieux comprendre tout ça, l'envie d'essayer d'expliquer finalement, tout ce qu'on est en train d'avoir entre nos mains. Ça vient d'où? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a d'autres? Évidemment, c'était vraiment le début, j'ai envie de dire, c'était les racines d'un arbre gigantesque. Dans une période aussi où internet était à ses balbutiements, mais commence à bien structurer. Donc, est-ce que tu as eu aussi ouais, cette époque où tu allais sur internet, sur les forums et cetera pour partager ta passion ou c'est venu, plus tard? Ah non, 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 j'y étais déjà effectivement. J'ai, commencé au lycée, mais c'était voilà, c'était quoi 99? Je crois que Ouais. c'était donc il y a quand même pas mal de temps et je suis allée sur les, IRC, c'est Oui, les l'ancêtre channels IRC, bien de sûr. voilà, c'est l'ancêtre du Discord, parce que je trouve qu'aujourd'hui Discord, c'est vraiment le IRC moderne. Vraiment. Ouais, non et puis c'était vraiment un endroit effectivement où on se partageait de manière malheureusement pas légale beaucoup, beaucoup de contenu parce qu'il y avait pas ça à notre disposition en fait, à cette, période-là et c'est vrai que ça a été vraiment, une ouverture à la découverte, pour plein de choses en fait. C'est ce coup de cœur que j'ai eu sur les animés et les mangas, Ouais. il s'est fait on va dire, très naturellement, parce que, bah, du coup, voilà, j'avais tout à disposition déjà globalement avec la télé, et puis quand j'ai découvert qu'on pouvait acheter les versions originales, en Comment ça? magasin, ça a été la dinguerie. Moi, mon premier tome acheté, c'était le tome 3 de Cardcaptor Sakura Oui, parce à la que Fnac, il me semble. exactement et en fait, il y avait vraiment c'est vraiment on est dans l'histoire même de la création du manga parce qu'en fait, on était à un moment très charnière pour cette maison d'édition car c'est chez Pika Éditions et en fait, le tome 3 de Cardcaptor Sakura, bah, c'était le premier tome de Cardcaptor Sakura sous, le label Pika. Parce qu'en fait, avant, c'était Manga Player et bah, du coup, c'était impossible d'avoir le 1 et le 2. J'ai dû attendre des mois, pour que la production se fasse et qu'il y ait, le 1 et le 2 en Pika, et Manga Player était même plus disponible. On pouvait pas trouver Manga Player. Effectivement, oui.
Donc c'était très bizarre d'avoir ce tome 3, mais qui m'a beaucoup marqué et qui a été finalement le point de départ de globalement toute cette aventure. Parce que, en fait, moi, ce qui m'a porté après par la suite, c'est ce qui a fait aussi une partie de ma carrière, c'est la musique japonaise. Parce qu'en regardant tous ces animés, je me suis intéressée au nom des artistes. Et puis après, je suis allée fouiller plus loin et j'ai découvert un autre univers encore qui était un peu déconnecté des mangas, mais qui était lié toujours au Japon, à cette culture, à cet autre monde finalement qui n'avait rien à voir avec mon quotidien à moi et Ouais. qui me faisait vraiment beaucoup voyager. Et je tombais en fait naturellement amoureuse aussi de la langue japonaise parce que j'adorais le rythme dans la narration, j'adorais vraiment écouter du japonais tout court. C'est ce qui m'a plongée aussi donc dans la musique japonaise de manière assez obsessionnelle. Et en fait, c'est ce qui ensuite m'a permis de continuer sur différents créneaux comme Life, etc. Mais il est vrai que le manga, depuis ce moment-là, ne m'a jamais quittée. Splendide. Merci pour cette introduction qui est phénoménale parce qu'elle ouvre plein de portes. Si ça te va, j'aimerais ouvrir cette première porte avec ton manga coup de cœur, Cardcaptor Sakura. Oui. Tu nous as dit que donc c'était un appel à un quotidien japonais, un quotidien que tu ne connaissais pas. Est-ce qu'il y a des autres éléments qui t'intéressaient ? Déjà, est-ce que tu pourras nous présenter ce manga disponible chez Pika Édition ? Et Oui. juste après, je te poserai une question sur les Clamp, ou peut-être je vais te la poser dès maintenant. Est-ce que le studio Clamp, donc ce groupe d'autrices, t'a suivi par la suite en tant que lectrice ? Alors déjà, Cardcaptor Sakura, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle le concept d'une magical girl que moi j'avais connu beaucoup quand j'étais petite, parce qu'on avait eu Sailor Moon, on avait eu Creamy Mami, on avait eu vraiment plein d'héroïnes qui se transformaient et qui devenaient des héroïnes magiques, donc des magical girls. Et Cardcaptor Sakura, elle avait un peu ce procédé intégré dans son scénario, parce qu'en fait, elle va en quelque sorte un petit peu se transformer. Alors pas de la même manière, il y a quand même des différences. Et puis ça suivait pas totalement exactement non plus, on va dire le pattern habituel que moi j'avais connu avant. Ça ressemblait plus à du Sailor Moon qu'à autre chose, où il y a vraiment un rythme où chaque épisode il y a une transformation, etc. Voilà, il y avait quand même un peu ça, puisque en fait la petite Sakura, qui en fait est globalement très jeune, parce qu'elle est encore en primaire. Il faut savoir que l'école primaire en fait au Japon dure 1 an de plus, parce que le collège dure 1 an de moins. Donc on pourrait presque dire qu'elle était collégienne, mais on va dire que voilà, c'est une gamine qui est en primaire, qui est super autonome, qui est orpheline de sa maman, mais elle a toujours son papa et son grand frère. Et en fait, on la découvre dans ce petit quotidien extrêmement lumineux, avec les fleurs de cerisier qui sont là pour marquer chaque rentrée scolaire, et donc symboliquement chaque nouveau départ dans la vie aussi. Donc tous ces éléments-là qui sont très très présents. Et en fait, elle va, on voit son quotidien, on voit qu'elle va à l'école, elle a plein d'amis, ça se passe super bien, elle a une vie heureuse et complète malgré la non-présence de sa maman. Elle est malgré tout une petite fille comblée. Et en fait, un jour, elle va aller dans la bibliothèque de son papa, qui est en souplex, on va dire, de la maison, et elle va faire tomber une boîte avec des cartes à l'intérieur. Et ça va être le début des problèmes finalement, parce que les cartes vont toutes s'envoler, elles étaient magiques. Et il y avait un gardien qui devait les protéger, qui était vraiment intégré même à la boîte, sauf qu'il va sortir de la boîte, se réveiller de son très long et profond sommeil et découvrir que en fait toutes les cartes elles ont disparu. Donc c'est la catastrophe. Lui il se dit oh là là, moi je devais les garder, mais c'est tout ta faute, maintenant du coup tu vas devoir toutes les récupérer. Donc il va attribuer un pouvoir à Sakura pour qu'elle puisse être en capacité de récupérer effectivement les cartes une à une. Et c'est ça qui effectivement quand même rythme les épisodes de cette série. Alors aussi bien évidemment en manga qu'en animé. Je trouve qu'on est sur une très très belle adaptation. Quand on a lu le manga, c'est vraiment très très réussi, parce que au-delà de la beauté de l'animation, je me souviens même plus du studio, mais je sais qu'il a fait un travail vraiment extrêmement bon, parce que même aujourd'hui ça a pas forcément pris une ride, quoi. C'est très agréable à regarder.
Et donc notre petite Sakura, à travers donc cette nouvelle mission qui lui est confiée, il va lui arriver tout plein d'aventures parce qu'on est dans un univers magique. On découvre que donc ces cartes ont chacune des pouvoirs, elles ont des appellations, elle réussit à récupérer la carte du vent, donc qui lui permet de souffler très très fort. Et en fait à chaque fois, ce que moi j'aimais beaucoup d'ailleurs petite, c'était, enfin plus jeune, c'était que en fait il fallait être stratégique, il fallait réfléchir. Alors avec le pouvoir de cette carte là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir du coup piéger la carte d'en face, etc., etc. Elle va avoir de nouveaux alliés, elle va même développer un intérêt amoureux pour un personnage. On va découvrir des secrets de personnages qu'on voit depuis le début, mais en fait c'était pas totalement les persos qu'on pensait. Donc vraiment c'est pour moi une des meilleures histoires qui existent parce qu'on ne s'ennuie pas, ça nous emmène loin, on voyage, il y a beaucoup, beaucoup de sensations, on a des belles aventures, on a aussi quand même beaucoup d'émotions avec tous ces petits personnages qui vont parfois passer par des phases très, très difficiles. On s'y attache énormément à tous ces personnages et vraiment, ça reste pour moi une référence incroyable. Je suis un peu moins fan de la suite qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelle le D'accord. Clear Card Arc. Oui. Je suis beaucoup moins entrée dedans. Je n'aurais pas capacité à dire pourquoi en fait je suis moins dedans. Alors que j'ai Ouais. attendu pendant littéralement presque 20 ans. Enfin, j'ai attendu combien d'années pour qu'il y ait une suite. Car quand tu finis Cardcaptor Sakura, tu dis Non, pourquoi? Non! pourquoi vous finissez comme ça? Et donc Parce que c'est une fin là, ouverte, il me semble? Ou c'était une c'est fin, alors il y a une vraie fin, mais du ouais. coup, par rapport au lecteur, à la lectrice, il y a un petit truc, tu dis quand même c'est grave dommage parce que même si vous vous faites des promesses et tout, on n'a pas sur le papier ce qu'on aimerait bien voir, c'est pas sympa. Du coup, il y a voilà des nombreuses années plus tard, on a enfin une suite et finalement je suis beaucoup moins hypée, mais j'ai tous les tomes de cette suite aussi. Juste, j'ai pas lu l'intégralité parce que, Ouais. en fait, c'est aussi lié au fait que c'est vraiment devenu mon travail de lire et que j'ai des impératifs absolus. Donc, ils sont prioritaires et en fait, étant moins emportée par la suite de Cardcaptor Sakura, je donne la priorité à d'autres coups de cœur, on va dire, de lecture. Et du coup, je n'ai jamais rattrapé, ni même l'animé, puisque un animé aussi a été adapté de cette suite. Mais peut-être un jour je me replongerai dedans, je sais pas quand je serai à la retraite, je sais pas quand j'aurai du temps. Mais la première série en 12 tomes, le premier animé, il est juste fabuleux. En plus, il y a un super coffret qui est toujours à la vente, qui existe toujours et qui est magnifique et très beau, très grand, avec vraiment complet, très complet. Et donc c'est effectivement, tu le disais, une œuvre du groupe Clamp. Clamp, qui est un composé de quatre femmes au fort caractère, hein, il faut le dire, qui a été, du coup, en toute logique, mon premier contact, merci les Clamp, avec un peu l'univers du boys love. En fait, je savais même pas ce que c'était et je ne le concevais même pas parce que je n'avais pas vraiment de ça sous les yeux. Mais en fait, il y a deux personnages dans Cardcaptor Sakura qui sont donc deux hommes. Et en fait, ils ont une relation. Ah oui, ils sont très très amis. Effectivement, ils sont très 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 amis. C'est Et beaucoup quand même, voilà, et je voyais pas, moi je me disais effectivement c'est une amitié presque tortueuse par moment, mais en fait c'est parce que voilà, les Clamp en fait, elles aiment beaucoup, on va dire Mmh. un genre qui s'appelle le boys love, où on va suivre deux personnages masculins qui vont être effectivement souvent plus que des amis. Après, ça veut pas forcément dire que c'est fatalement romantique, il y a pas forcément de l'amour, ça peut être des choses très obsessionnelles et très malsaines et Bien très sûr, oui. toxiques. Mais en fait, c'est vraiment l'idée de mettre en relation deux personnages masculins et qu'il se passe des choses et on raconte des choses autour de ça. Et là, effectivement, ça a été vraiment on va dire, la première fois que j'ai aperçu quelque chose qui s'en rapprochait, mais avec toujours beaucoup de subtilité, hein, parce que c'était pas un truc flagrant non plus avec les Clamp, mais elles adorent ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des trucs, c'était Totalement. beaucoup plus flagrant ailleurs. Et en fait, quand on découvre l'œuvre de Clamp au sens large, ils se Oui. mettent un peu partout. Dans C'est très, Angelic très drôle. Layer, ou dans Lawful Drug, c'est des thèmes qui Dans apparaissent. Dans Oui, X de Clamp, oui, 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 oui. dans Wish aussi, il y avait dans Wish qui est une série très courte en 4 tomes de souvenirs. Ce que j'aimais le plus là-dedans, c'était quand même vraiment les bonus.
dans les bonus. C'est là qu'elles D'accord. s'éclataient à raconter. En fait, elles racontaient leur quotidien au studio et elles étaient en mode le boys love, mais c'est tellement bien. Et c'était très drôle. On voit qu'elles étaient quand même très libres dans leur manière de s'exprimer, en tout cas dans ces petites pages ouvertes. Et en fait, c'était voilà encore un petit élément supplémentaire qui, mine de rien, me mettait un pied dans le boys love. Mais ça restait encore à cette époque-là, hein, quand je lisais beaucoup de clans, parce que j'en lis très très peu aujourd'hui. Mais quand j'en lisais vraiment beaucoup à foison, je me rendais pas compte à quel point elle m'envoyait des signes partout, mais et que je ne prenais rien, parce qu'en fait j'ai commencé à lire très 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 tardivement du boys love. D'accord. Mais du coup, j'aimerais bien me replonger dans toutes les œuvres de Clamp pour me rendre compte maintenant avec mon regard de lectrice aguerrie de boys love et me dire ah, elles sont trop fortes les petites Clamp là, elles ont mis ça là et tout, ha ha ha, c'est Mais drôle. c'est merveilleux puisque Pika va bientôt relancer, ce mois-ci en avril, il me semble même la semaine Il y où a sort cet Holic. épisode. Et oui, Oui, Holly qui va sortir avec la toute effectivement. nouvelle collection. Exactement. Alors moi, je suis super contente qu'on remette Clamp à l'honneur parce que pour moi, c'est des autrices qui sont inimitables, hein, sur bien des points. Même si je vois, hein, mine de rien, aujourd'hui qu'elles ont laissé une trace. Il y a un héritage culturel évident des gens qui ont consommé du Clamp. Mhm. Il y a des gens qui sont sortis hyper bien pour. Alors, je dis pas qu'ils copient parce qu'ils ne copient pas. Non, Ils bien sûr. créent des choses originales. Mais tu vois, en fait, pour faire un parallèle avec Cardcaptor Sakura, moi, il y a une œuvre dont je suis extrêmement fan depuis quelques récentes années, qui s'appelle Toilet Bound Hanako-kun, Bien aussi sûr. chez Chez Pika en Pika, l'occurrence. bizarrement. Et mais moi, c'était impossible en fait au moment où j'ai découvert. Donc d'abord l'animé, puisqu'on a eu le manga beaucoup plus tard. Oui. Mais quand j'ai d'abord découvert l'animé, je suis tombée en émoi de toutes ces sensations, de toutes ces espèces de flashs visuels que j'avais, en me disant mais je ressens des choses que j'ai Mhm. ressenties quand j'ai découvert Cardcaptor Sakura. On a retrouvé en fait des ingrédients qui marchaient bien, même au niveau Ouais. du chara design des personnages. On a des personnages très ronds avec des grands yeux. On va Les être couvertures sont très colorées aussi, enfin Les couvertures l'esthétique. sont incroyables, mais vraiment dans l'animé, pour comparer les 2 animés, tu vois? Parce que c'est vraiment Mhm. là-dessus, je trouve que Oui, pardon, oui. ça se ressent encore plus. Parce qu'après peut-être dans l'écriture, ça reste quand même très différent. On sent que là, on n'est D'accord. plus du tout sur le même truc, mais sur les adaptations qui ont été faites, il y a vraiment des éléments où on est. Enfin, je veux dire, si on a adoré Cardcaptor Sakura, on ne peut que aimer Toilet Bound Hanako-kun. On va être encore avec des jeunes personnages qui vont être face à des choses très occultes. Alors, dans un cas, c'est des légendes dans le collège, et dans l'autre, finalement, c'est des cartes qui s'envolent et qui font n'importe quoi dans l'établissement scolaire aussi beaucoup. Et on a donc Néné d'un côté, Sakura de l'autre, qui doivent s'en sortir. Alors plus l'histoire avance et plus il y a moins de points communs, parce qu'évidemment ça se développe dans d'autres directions, mais ces petits éléments là est extrêmement bien maîtrisé aussi par du coup les artistes qui font Toilet Bound Hanako-kun. Dans ma tête, c'était vraiment c'est un ressenti très personnel, hein, je n'oblige personne à penser comme moi, mais pour moi on était vraiment dans ça, c'est l'héritage des Clamp. Enfin, pour moi il y a quelque chose de l'héritage des Clamp. Il y a même une petite vibe boys love avec 2 persos aussi. Enfin vraiment, j'étais en mode il y a tout, il y a tout plein de petits détails qui font que ils ont créé quelque chose, leur propre univers. En plus, on plonge dedans, mais avec une facilité déconcertante. Ouais. Mais je sens qu'il y a forcément un lien. C'est que si jamais en interview ils disent Clamp, jamais lu, qui ça, c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible. C'est la première fois que vous l'avez entendu, l'oracle a parlé. Caroline Segara avait raison. Puis j'imagine aussi que, je veux pas parler à ta place, mais Oui. l'esthétique, non, pas l'esthétique, mais plus, tu disais, le quotidien japonais qui t'avait séduit dans Sakura. On a quand même une influence japonisante qui est ultra forte dans Toilet Bound Hanako-kun, puisque ça reprend les légendes urbaines japonaises, etc. On est sur du tranche de vie, si on peut dire tranche de vie, mais en tout cas du lycée japonais assez classique comme on On est avait dans le au système début des... scolaire beaucoup, ça Ouais. c'est clair. Il y a un côté un peu plus occidentalisé dans Toilet Bound Hanako-kun, parce que D'accord. l'architecture du bâtiment n'a rien à voir avec, par exemple, ce qu'on voyait dans Cardcaptor Sakura. C'est vraiment la copie carbone de ce qu'on retrouve comme établissement scolaire au Japon. Là, celui de Toilet Bound Hanako-kun, il a un côté vraiment un peu plus... Enfin, on voit qu'il est un peu différent, ne serait-ce que par... plein de petits aspects et tout, mais je pense que c'est pour donner un petit charisme supplémentaire, parce qu'après effectivement, tout le reste est même porté même sur la culture d'avant, puisque Hanako, donc le petit garçon, le fantôme, Ouais. en fait c'est un fantôme, et on apprend quand même assez vite que en fait c'était un petit garçon humain avant,
et en fait, il a vécu, je crois, que la période Showa, et on va plonger parfois dans le passé à cette période également du Japon, qui est très intéressante en fait aussi. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, et donc on plonge même dans le passé du Japon, là où dans Cardcaptor Sakura, pas trop, on reste Oui, vraiment dans le présent. très contemporain. Mais oui, ça montre aussi plein de petits aspects du Japon, vraiment sur des détails, mais que on vit fatalement quand on est japonais. Le fait d'aller, enfin, j'ai envie de dire à la pêche aux insectes, c'est pas le bon mot, c'est la capture. Enfin, je sais plus comment on dit quand on va chercher Oui, des insectes dans la la forêt. chasse aux insectes? La chasse aux insectes, sûrement, c'est mieux. Enfin, ça semble. Enfin, moi, je me dis, mais en fait, en vrai, un Français, un occidental, il voit ça, il doit absolument pas capter. C'est pas commun Ben du tout oui. Oui, de oui, oui, partir à la effectivement. chasse aux insectes. Enfin, on n'a pas le. Enfin, nous, on n'a pas grandi avec ça, alors qu'en Bien fait, pour un sûr. Japonais qui va le lire, moi, j'ai les références, donc je sais que, bah oui, c'est le truc que font tous les petits Japonais. Puis même à l'école primaire, des fois, ça arrive d'avoir comme devoir d'aller trouver le scarabée machin dans la forêt d'à côté. C'est des choses qui sont possibles. Et donc, je me dis, ouais, c'est tous ces petits détails. Maintenant, moi j'ai les clés de compréhension de beaucoup d'aspects du quotidien des Japonais. Et je me dis, c'est génial de pouvoir continuer à les retrouver justement encore aujourd'hui dans d'autres œuvres, que ce soit même pas Sakura, mais ailleurs. Donc, c'est des choses que, en fait, j'aime beaucoup. Ouais, dès qu'il y a un peu de culture japonaise vraiment qui ressort dans un titre, c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Bah, merveilleux. Donc, les Clamps, vous les retrouverez très bientôt chez Pika Éditions, de la même manière que Toilet Boon à Nakokun. Maintenant que nous avons parlé du lycée, faisons place à la vie adulte. Il me semble que tu as commencé au tout départ en radio, si je ne me trompe pas, c'est ça? Tout à fait. J'ai commencé Ouais. en radio parce que j'ai fait des études de radio, tout simplement. Mmh. En fait, au moment où il fallait choisir, du coup, les études supérieures, je me posais beaucoup de questions parce que moi, j'avais cette passion, dévorante vraiment pour, les mangas. À ce moment-là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les mangas, et je me suis dit: «Est-ce qu'il y a moyen de faire un métier où j'en parlerais, où je ferais quelque chose autour de ça?» Et j'ai vu avec je crois que c'était le catalogue de l'ONICEP à l'époque, ça doit plus exister l'ONICEP, ça doit avoir un autre nom. Mais en gros, c'est le catalogue des métiers. J'ai trouvé un établissement qui proposait un diplôme reconnu par l'État, pour se former au métier de la radio, et je me D'accord. suis dit: «Bon, c'est parfait, j'ai même pas besoin de montrer ma tête, ça va être magnifique». Donc pour moi, c'était vraiment, la meilleure option, et du coup, j'y suis allée. C'est un établissement dans lequel on doit quand même, passer un entretien pour être accepté. Parce que, si on n'arrive pas du tout à, enfin, je ne sais pas quelles sont les conditions exactement pour être pris, mais en tout cas, j'ai été acceptée. Bon, l'école coûtait cher aussi, hein, je pense que c'est ça, ça a dû jouer aussi. OK. Et du coup, voilà, j'ai pu, intégrer cette école et apprendre le métier de la radio, apprendre à chroniquer, apprendre à écrire pour le parler aussi, parce que écrire pour un livre, ça n'a absolument rien à voir que écrire pour quelque chose qui va être dit. Et surtout, il y a différents, on va dire, types de tons. On parle pas de la même manière dans une radio musicale que sur France Inter. Donc, il Mmh. y a vraiment plein de manières de s'exprimer, même plein de... finalement, on n'a pas la même voix non plus exactement. Apprendre tout simplement à placer sa voix aussi, c'est des choses que personnellement je ne savais pas du tout faire, et en fait on m'a vraiment tout appris. Ça a été une très très bonne école, moi j'en garde un très très bon souvenir, et ça m'a permis du coup de commencer mes premières chroniques sur les mangas, parce que du coup on avait des exercices, on était dans des conditions réalistes, et on devait faire des émissions, et puis il y avait un animateur principal, des chroniqueurs, etc., etc. Donc on prenait tous des positions, et moi c'est là que j'ai fait mes premières chroniques manga, et j'essayais d'attirer désespérément les gens dans mes filets, puisque à cette époque-là, donc début 2000, j'étais vraiment un ovni dans cette école de radio où les gens ne vivaient que pour les radios musicales, donc la musique, Bien les sûr, oui. artistes, Mmh. les concerts. Enfin, moi, j'arrivais avec mes petits mangas. Enfin, les gens, ils étaient en mode: «Mais c'est quoi ça? C'est trop chelou ton truc». Bah, Et justement pardon, excuse-moi, je t'ai oui, oui, coupé. non, vas-y, dis-moi. Justement, on est, début, milieu des années 2000, j'imagine, c'est ça? C'est vraiment le début, hein. C'était Début? quoi? En 2002, OK, 2002, de 2002 à 2004. parfait, c'est pile, pile dans les clous puisque, plus ou moins, durant ces années-là, sortait le ras-le-bol des bébés zappeurs, écrit par, Ségolène Royal. À l'époque, un véritable pamphlet, contre, Oui. les œuvres, c'était quoi? Les japonaiseries, il me semble? Ou quelque Oui, chose des comme ça. termes très, très, séduisants donc. Voilà.
On va dire qu'il y avait une sorte de lutte contre le géant du manga. Bref, c'était extrêmement décrié. Comment toi, tu arrivais à en parler? Comment tu arrivais à en faire plutôt la promotion à une époque où apparemment les oreilles n'ont pas envie d'entendre parler de ces choses-là? Oh bah, les ados, ils s'en foutent. Enfin, les jeunes adultes s'en foutaient royalement Ouais. de Ségolène Royal. C'était juste, non, 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 il y avait vraiment pas du tout. Enfin, moi, juste vécu le côté vraiment, je suis un ovni, je suis bizarre, mais à aucun moment on m'a fait ressentir que je faisais du mal à la nation ou tu vois. Enfin, Ok, c'est ouais. non, non, on était loin de là. C'était vraiment pas du tout la même ambiance. On est quand même beaucoup entre jeunes globalement, et les profs qui, bon, eux n'étaient évidemment pas jeunes du tout. Ils étaient hyper ouverts. Ils donnaient vraiment beaucoup de conseils. Moi, quand je parlais de manga, en fait, ce qui était super intéressant, c'est que du coup, ça m'obligeait à vulgariser vachement, car j'essayais de parler entre guillemets avec un langage déjà de spécialiste, parce que je faisais beaucoup de recherches et du coup, on va dire que dans mon vocabulaire, j'intégrais des termes qui n'étaient absolument pas compris par les autres. D'accord. Et du coup, ça m'a obligée à effectivement ouvrir un peu plus là-dessus et vulgariser beaucoup. Et moi, ce qui était très cool, c'est qu'on m'expliquait, bah, alors là, tu as dit ça, mais moi, alors, j'ai rien compris du tout parce que du coup, c'est quoi ce terme? Je ne comprends pas. Et du coup, là, il faudrait plutôt que tu expliques que nanani nanana. Enfin, non, non, c'était très cool en fait globalement là-dessus. Le côté vraiment ovni, je l'ai, je l'ai, je l'ai ressenti, mais j'étais pas forcément mise de côté. On n'avait pas forcément envie trop de traîner avec moi, mais on n'allait pas me mettre de côté, tu vois, si on doit faire un exercice, machin et tout. C'était pas ah non, je veux pas être avec Caroline. On peut travailler ensemble. C'est juste effectivement les gens, ils avaient peu d'atomes crochus avec moi parce que j'étais vraiment la meuf obsédée par le Japon. Et rien d'autre ne m'intéressait, hein, littéralement. Quoi, aller en boîte de nuit? Pff, pas Non, intéressée. non, non. Je préfère aller écouter un nouvel album d'Ayumi Hamasaki, excuse-moi. Donc Très bien. voilà. Eh bien, tu écoutais l'album d'Ayumi. Pardon, attends. Ayumi Minazaki? Hamasaki, Ayumi, Hamasaki. ouais. Hamasaki. Bref, je suis très mauvais pour les noms japonais, c'est Y a pas terrible. de souci. Mais du coup, ça nous amène à une de tes autres passions, qui est la musique, et notamment la musique japonaise. Oui. C'était l'occasion pour toi, donc, plus tard, d'animer sur No Life Auto, puis le J-pop. Tu as fait donc aussi de la radio sur Japan FM pour en parler. Oui. Est-ce que pour toi, le lien entre musique japonaise et manga, c'est quelque chose d'important? C'est tie-up, comme on pourrait dire. Pour toi, est-ce que c'est un combo gagnant? Pour moi, ça a toujours été un combo gagnant, mais c'était un combo qui malheureusement a pas été le plus efficace pendant de nombreuses années, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le truc qui fait tout exploser pour les artistes japonais pour qu'ils puissent venir se produire à l'étranger. D'accord. Suffit de voir le phénomène Radwimps. Radwimps, avant qu'ils fassent du Makoto Shinkai, bah Oui. moi j'étais allée à leur salle, hein. On n'était pas nombreux. Ils avaient fait un Ok. concert. J'étais à Japan FM à l'époque de ce concert, je me souviens. Ouais. Bah, pour moi, c'était un des plus beaux concerts que j'ai pu vivre, mais bah, vraiment, on était vraiment très peu. On était quelques dizaines dans la salle, je pense. Ok. Et bon, bah voilà, Makoto Shinkai, Your Name, Les Enfants du Temps, enfin tout ce que tu veux. Mm. Ils reviennent en concert, ça le comble en un quart d'heure. Tu fais, bah voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, par héritage naturel de tout ça, enfin des animés, des mangas, du partage, de la transmission, beaucoup, je crois, avec quand même pas mal de monde. J'avais discuté de ça avec un pote qui me disait, tu sais, il y avait une grande famille et tout. Il me disait, non, mais tu te rends pas compte, moi, c'est le cousin qui m'a appris. Et puis, du coup, moi, j'apprends aussi à mon petit frère et à mon Mhm. enfin, mon petit cousin éloigné, machin. Donc, on est vraiment sur l'idée de transmettre les choses qu'on a aimées, de les partager beaucoup et de Ouais. manière très ruisselante, on va dire. Donc on n'est plus sur finalement un phénomène de niche tant que ça. Ça reste quand même quelque chose d'un peu atypique dès qu'on va vraiment dans des discussions très classiques avec des gens. Des fois, dès qu'on sort un peu de ce milieu, en vrai, on se rend compte que ça reste un peu de niche, mais alors une Oui. niche quand même qui ressemble à un petit palace, hein, faut pas se mentir. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, c'est fou comment les choses ont évolué aujourd'hui. Mais c'était hyper important pour moi à l'époque de No Life, effectivement, de dire. En fait, moi, ce que je voulais, c'est que les gens qui aimaient
des mangas et des animés, tu vois, par corrélation, qu'en fait, Mmh. ils se disent: «Mais attends, t'adores ce générique, mais tu sais quoi? L'artiste derrière, elle a fait un autre truc aussi. Bon, c'est pas un générique, mais du coup, tu devrais trop Oui. écouter l'artiste parce que c'est trop bien ce que fait l'artiste aussi». Et ça marchait pas forcément. Il y a quand même eu des atomes crochus, évidemment, sinon on n'aurait pas créé, enfin, No Life, ils auraient pas diffusé de la J-Music si déjà les gens dans No Life n'aimaient pas la J-Music. Et il y avait quand même, malgré beaucoup de messages qu'on recevait, on voyait au niveau des chiffres qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens qui étaient très contents qu'il y ait des clips de musique japonaise qui soient diffusés. Donc, on a vu, on a constaté, c'est des choses qui se sont produites pour de vrai, des concerts qui ont été remplis en France parce que les artistes étaient diffusés sur No Life. D'ailleurs, on Mmh. les a Mmh surnommés mh. les artistes No Life parce qu'en fait, on voyait bien que la plupart des gens qui étaient au concert étaient des téléspectateurs, et donc en fait, il y avait un vrai lien, il y avait une vraie connexion entre la venue de l'artiste, la diffusion sur No Life et finalement l'événement même du concert. C'était un ensemble gagnant et c'était beau. Enfin, pour nous, en tout cas, à No Life, on était vraiment extrêmement émus quand ça arrivait. Ça a été le cas pour un petit groupe, en l'occurrence, qui s'appelait Upply Spice, qui D'accord. était vraiment un petit groupe indé au Japon. Moi, j'ai été au Japon, j'ai été à leur concert. C'était une petite salle, vraiment un petit live house, comme on les appelle au Japon. C'est des toutes petites salles qui sont dans des sous-sols, on va dire, de bâtiments. Comme ça, ça évite, j'imagine, que le bruit voilà, soit trop, trop intense à l'extérieur. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les salles qu'ils arrivaient à faire ici. Donc, ils étaient trop contents de venir en France. Ça créait vraiment un engouement qui était totalement différent. Et on a vécu des moments uniques comme ça. C'est vraiment des moments mémorables qui reviendront pas puisque No Life, il y a Ouais, plus. malheureusement, Mais ouais. oui, et du coup, ça reste des souvenirs qui resteront à jamais, je pense, dans mon cœur et dans le cœur de tous les gens qui se sont activement mis en place sur la J-Music à No Life, et tous les gens qui ont participé à ces concerts. Des fois, je vais à des concerts, les gens me reparlent de No Life, ils me reparlent de certains concerts avec beaucoup d'émotion. Donc, je sais qu'on a quand même aussi laissé une petite trace par rapport à ça, et je suis très contente de me dire qu'aujourd'hui, on a réussi, alors pas grâce à No Life, puisque c'est, je pense, par rapport à tout le reste, surtout, à vraiment faire ce lien entre les animés et les artistes de musique japonaise qu'on n'arrivait pas vraiment à faire, puisque finalement, les artistes qui remplissaient des salles en France grâce à No Life, c'était pas du tout en lien avec des animés. Oui, C'était d'accord. complètement d'autres types d'artistes. OK. Parce qu'en vrai, la difficulté, c'est qu'en fait, un artiste qui chante pour un animé au Japon, ça dépend desquels, mais il y en a quand même beaucoup, ils ont déjà une petite carrière. Et avoir une petite carrière, c'est être un artiste reconnu dans ton propre pays. Donc, ça veut dire que, mine de rien, tu as un contrat avec ton label, un contrat établi sur un nombre d'années, avec déjà, entre guillemets, une carrière toute tracée, un programme, tant d'albums à faire, tant de tournées nationales à faire. Et en fait, se dire ah on aimerait bien qu'ils viennent en France ou des trucs comme ça. En fait, c'était juste pas possible. Ils sont trop occupés là-bas. Ils ont même pas envie de regarder forcément à l'étranger parce que c'est pas le truc prévu de base dans leur contrat. C'est pour ça qu'en fait finalement les groupes indés étaient vachement plus libres là-dessus, alors que dès qu'on était signé dans une major, c'est très très compliqué, à moins que voilà, ce soit déjà dans les projets du management, de se dire cet artiste-là, il pourrait faire des trucs à l'étranger. Donc c'était vraiment une des difficultés que les gens ne voyaient pas forcément parce que ils sont pas dans le milieu, donc ils ne savent pas. Question qui fait un peu un pas de côté, mais là, c'est plus à l'amatrice de musique en tant que telle que je souhaiterais poser cette question. Hem, Souvent, on est amateur d'animé et de là, on va s'intéresser à des groupes de musique. Mais est-ce que l'inverse est possible? Parce que, on va dire, je suis intéressé par, le genre, musical, japonais, je sais pas, tel groupe. Je peux m'intéresser à des mangas qui parlent de musique, qui parlent de enfin, est-ce que le pas, animé musique peut se faire de musique vers animé? Je pense que ouais, mais je l'ai pas forcément constaté, Ouais. pour le coup. Enfin, pas tant que ça. Mais après, il y a des il y a des œuvres, par exemple, qui parlent de musique, et je pense qu'elles peuvent toucher tous les fans de musique de manière générale. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà eu des souvenirs avec des gens qui me disaient: «Moi, j'aime la musique japonaise, mais pas les mangas»? Mmh, je réfléchis. En général, enfin, de mes souvenirs, les gens qui aimaient la musique japonaise, souvent de base, ils aimaient la culture japonaise. Pas forcément les mangas,
Ça, j'ai déjà eu des cas de gens qui aimaient même pas du tout les mangas, mais qui aimaient, qui avaient une passion pour la culture japonaise, pour son côté plus traditionnel, etc. Et qui donc avaient une passion aussi pour le côté musical de la culture. Ça, j'en ai connu, mais après, j'avoue que c'est un peu une question Oui. piège là que tu m'as Oui, posée parce que j'avais pas non, de j'avoue, j'ai gardé j'ai pas quelques de petites, quelques petits pièges de ci et de là, mais en tout cas, c'est pas grave. Effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose d'ultra minoritaire. Ce qui m'intéresse par contre, c'est, ton lien avec le Japon. Tu as été étudiante, à l'INALCO, tu as vécu oui, au Japon pendant 1 an. oui. Bah, déjà, premièrement, est-ce qu'il y a des mangas qui t'ont aidé à apprendre le japonais? Tout simplement. Pas du tout. Ah Pour d'accord, être très OK. transparente, ah non, si je mens, je mens. Ah, Quand non! j'ai commencé à faire, mes études de japonais avec l'INALCO, si, j'ai acheté des mangas en japonais pour, parce qu'il fallait. En fait, tout le monde faisait ça. Donc D'accord. j'en ai acheté, mais j'ai acheté des mangas de cul, donc ça compte moyennement. C'est pas, Génial. Ouais, ouais. ça m'a pas Bah, vraiment aidé. oui, c'était compliqué de se concentrer sur le texte, je comprends, C'est après faut doser, tu vois? Je dis: «C'est des mangas de cul», c'était pas du hentai, D'accord. c'était des mangas érotiques pour femmes parce qu'en fait, Très bien. c'est pendant mes études que j'ai découvert que ça existait, ça a mis des années et des années avant de débarquer en France, mais c'est un genre littéraire qui Oui, existait, bien sûr. des histoires, d'amour, parfois toxiques, hein, d'ailleurs, parce que vraiment les fantasmes, des femmes au Japon, c'était pas les miens, mais c'était pas grave. Et en fait, j'aimais bien que, oh, mais c'est trop bien par rapport à tel manga où en 25 volumes, ils se sont à peine tenus la main. Et bah là, chapitre 2, ils couchent ensemble, c'est merveilleux. J'aurais dit, c'était vachement plus réaliste maintenant que j'étais devenue adulte à ce moment-là. Et en fait, c'était intéressant de découvrir un petit peu ces œuvres-là. Et c'était un vrai challenge parce qu'à la différence des mangas qui sont pensés pour un public plus jeune, en fait, les mangas, ils ont ce qu'on appelle des fooligana. C'est en gros des espèces de petits caractères supplémentaires au-dessus des kanji, qui sont donc des idéogrammes chinois, mais pour le Japon. Au-dessus, en fait, on a la lecture, en fait, de comment ça se lit ce kanji, et cetera. En fait, là, il y en avait pas. Voilà. Là, j'étais à un niveau, je fais: «Il y a pas de fooligana D'accord, du OK. tout», je galère de fou. Mais bon, après, j'avoue que l'histoire se comprenait d'elle-même, beaucoup, globalement. Après voilà, il y avait les subtilités que j'avais pas, mais pourquoi ils se sont disputés là? Je ne comprends pas. Voilà, donc ça m'a pas forcément fait progresser, c'était pas la meilleure initiative. Je pense que j'aurais plutôt dû partir sur, des œuvres qui Grand voilà, qui ont des public. Mmh. fooligana, plus grand public. Mmh. Après, j'avais acheté quelques magazines, c'est les très, très gros magazines japonais. J'avais acheté, toujours un peu dans la même lignée finalement, les Shokomi. Les Shokomi, c'était plus pensé pour les ados, mais c'était très tendancieux, hein, Ah oui, d'accord. ça plaquait pas que contre des murs. C'est Donc du +14, +15 quoi. voilà, mais après ça passait jamais à l'acte parce qu'effectivement, c'était quand Beh même pour un oui, public plus jeune, tout de même. mais c'était vraiment là, on était sur le cliché, du héros de shoujo, tu sais, il te plaque contre le mur, puis Ouais, après il te caresse mmh. la joue, puis après il dit: «Ah, tu cru que j'allais t'embrasser?» Tu fais: «Oh là là, il est détestable, mais ça Oh me mon plaît». Dieu, mais qu'est-ce qui se C'est passe? voilà, là, j'arrivais à lire parce qu'il y avait effectivement donc tous les fooligana, donc Très bien. là, on va dire que ça m'a beaucoup plus aidé effectivement de me baser sur ça. Mais bon, l'INALCO, c'est hyper dur, hein, c'est super Oui. strict et tout. Ça m'a aidé, les premiers mois de la première année. Enfin, après, Mmh, on mmh, passe sur mmh. des textes très complexes, enfin, en sortant de licence de l'INALCO, on est censé avoir un N2 là, enfin, D'accord, oui. c'est hardcore de fou. Le Donc N2 étant, on va dire, pour, les étrangers, sûrement le plus enfin, le N1 est quasiment impossible, même au Japon, à obtenir donc ouais, après j'en connais qui ont le N1, Ah mais bon oui! voilà, on Ah les appelle des oui! dieux. Ouais, d'accord, Mais j'en d'accord, très connais, bien. mais j'en connais. Très, très bien. Et ouais, non, il faut normalement avoir, supposément le N2 en sortant de licence. Moi j'ai eu mon diplôme, mais j'ai pas eu le N2. Parce qu'en fait, j'ai passé le N2 avant de finir, mes études. Mais bon, de toute façon, je retenterai pas, ce serait de l'argent perdu. Je sais que j'aurai pas le N2 parce qu'il faut, enfin là, j'ai oublié beaucoup de kanji, il faut vraiment en connaître une grande quantité. J'arrive à les lire encore, mais j'arrive plus du tout à les écrire, c'est mort de chez mort. Parce que maintenant, D'accord. même quand j'écris des mails, enfin, c'est l'ordinateur qui écrit les kanji pour moi. Beh oui, J'écris effectivement. la prononciation, il fait: «Voilà, c'est ce kanji-là que je voulais, merci, tac, tac». Donc voilà, je pense que j'aurais pas le N2, je pense que j'ai un bon gros N3. S'il y avait un niveau entre le N3 et Ouais, le N2, je pense que je l'ai. Mais OK. ouais, non, le N2, c'est quand même déjà bien hardcore. Beh, alors,
Durant ton apprentissage, à l'INALCO et même après au Japon, forcément j'imagine que tu as appris, enfin, tu as eu des cours de civilisation. Oui, Au Japon, tout à fait. forcément, tu étais en immersion. Est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre les codes, d'histoire de manga, de manière générale? J'avoue que oui. En fait, quand tu fais, des cours, moi j'ai eu des cours d'histoire, j'ai eu des cours, de civilisation. Ouais, J'ai oublié le nom de ce professeur, mais entre-temps il est décédé et le prof de civilisation, c'était vraiment, je pense un des profs les plus incroyables parce qu'en fait, il avait vraiment, d'accord. une vision, du Japon et il arrivait à la retransmettre avec, comment dire? Une espèce de sincérité, sans jugement, tu vois? En fait, il retransmettait des informations sans, le moindre jugement, apparent dessus et en fait, je pense que c'est un peu ce professeur-là qui m'a fait, un peu prendre conscience de la différence culturelle dans le sens où, on va dire qu'il y a enfin, je ne suis pas là pour excuser des comportements, problématiques, mais c'est vrai que, en fait, notre vision, nous, en tout cas en France, est-ce qu'on peut extrapoler à l'Occident de manière générale? On a grandi enfin moi, en tout cas, personnellement, j'ai grandi un peu par exemple, dans la religion catholique, parce que dans ma famille, ils sont chrétiens et cetera et cetera. Donc je sais que j'ai grandi avec ça dans mon environnement, Mmh. et que ça a fatalement, biaisé ma vision sur certaines choses. Hem Et en fait, il nous expliquait donc qu'au Japon, justement, il y avait pas forcément la religion. Enfin, avec le cours d'histoire, on savait que la religion catholique, chrétienne, avait tenté une entrée, puis finalement, ils se sont fait Oui, décimer. d'accord. Enfin, voilà, avec l'ouverture culturelle du Japon. Mmh, Enfin, il y a mmh beaucoup de mh. choses qui étaient expliquées déjà par l'histoire, mais c'est vrai qu'après, toute la partie culturelle, c'était fascinant en fait c'était vraiment l'ouverture d'un nouveau monde parce que culturellement, ça expliquait des choses même par rapport à aujourd'hui, sur le show business, sur, ce qui est devenu aujourd'hui la musique japonaise, la J-pop. Qu'est-ce que c'était avant? Ah avant il y avait le Kaio-kyoku, c'était un mouvement musical d'après-guerre, tatati tatata. Enfin, il y avait vraiment, c'était vraiment, une découverte fascinante à chaque cours de civilisation, sur la culture populaire. Voilà, c'était des cours de culture populaire même précisément, voilà. D'accord, très bien et dans tes lectures, on va dire passées par rapport à présentes, tu sens cette tendance de l'occidentalisation des œuvres? Ou, c'est quelque chose qui quand même était déjà là, quand le manga est arrivé en France? Moi, je ressens pas forcément ça parce que, en fait, tous les trucs que je te raconte, c'est des trucs qui sont tellement datés que, en fait, les Japonais, ils sont déjà passés, loin de tout Bah oui, ça, dans le oui, oui, oui. sens où, voilà, il y a eu cette occidentalisation qui s'est faite de toute manière. Je veux dire, il y a du ketchup dans une recette traditionnelle, au Japon, C'est enfin, pas dans faux, le ouais, ouais. omurice, tu vois? Enfin, c'est Bah, voilà, je le Japon tel qu'on le connaît aujourd'hui, il s'est construit avec, toutes ses influences. ouais. Et donc tout ce qu'il produit aujourd'hui est évidemment un héritage, mais ils vont pas chercher plus loin. C'est un héritage de ce qu'ils ont connu plus jeunes, Mmh. influencés par ce qu'ils ont eu plus jeunes, qui eux-mêmes par la enfin, tu vois? Après on remonte un peu en arrière comme ça, mais en tout cas, le truc qui est sûr, c'est que enfin, les artistes contemporains d'aujourd'hui, s'ils ont des, influences et des inspirations, ils peuvent aussi avoir des inspirations qui viennent, de l'étranger. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de mangaka, qui ont été inspirés par des auteurs de BD, Mmh, occidentaux. Donc bien sûr. l'influence se fait un peu dans tous les sens. Après dans les œuvres en elles-mêmes, je pour moi, en fait, ça retransmet surtout ce qu'ils savent, hein, ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire, le Japon qu'ils connaissent ou alors ils vont faire des recherches pour, par exemple, faire des mangas sur les exorcistes. Je dis ça parce que j'adore les mangas avec des exorcistes. Ça me fait kiffer, j'adore ça. Que ce soit Très, des très bien. exorcistes dans le folklore japonais ou des Ouais. exorcistes avec notre folklore à nous et puis, ah, il y a le Vatican, c'est rigolo. Enfin, tu vois, des trucs OK. qui vont pousser très, très Un loin Blue comme ça. Exorcist par là, Dick Grayman par là, enfin, ouais, ouais. Mais voilà, tu vois, tu connais aussi Bien donc sûr. moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais une reco là comme ça, au Alors moi, dégoté, il y a un manga que j'adore, mais personne n'en parle. Je sais pas pourquoi il a pas de succès. J'ai plein de gens qui m'ont dit: «Ouais, j'ai tenté, mais j'ai arrêté au bout de 3 chapitres». C'est OK. Meg the Exorcist Fall in Love. C'est un titre Oui! qui, vient du Jump Plus, je crois, et en fait, il est édité en France, chez alors je sais plus si c'est Soleil ou Delcourt, mais c'est l'un des 2. Moi, j'ai eu un coup de cœur phénoménal sur le premier volume. J'ai adoré, en fait, aussi bien le trait que l'énergie, dans le scénario. C'est super dynamique et en fait, je retrouvais un peu cette vibe, effectivement, des
Exorcist que j'aimais bien avant. Je trouve qu'il y Ouais. en avait moins maintenant, mais peut-être que c'est moi qui regardais pas bien. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré le fait voilà, qu'on réimplique à nouveau voilà, l'église. Ah oui, c'était Ouais. l'héritier de Mmh. Dieu. Oh, puis il y a Satan et machin. Enfin, j'aimais bien. Et puis c'est complètement farfelu dans l'idée où bah voilà, enfin la religion elle est très terre à terre, elle sort d'un Mmh bouquin, mh. tu vois, c'est la Bible. Là on prend ces éléments là, puis paf, on en fait des trucs complètement dingues. C'est ça que j'aime bien avec le Japon, c'est quand ils récupèrent des éléments comme ça, puis hop, ils créent tout un univers. Parce que finalement, il y a quand même la bataille Oui. avec Satan dans ce manga là, mine de rien, tu vois. Et puis il y a la fameuse jeune fille, tout ça. Bien évidemment. Enfin voilà, on va pas non plus spoiler, mais du coup je trouve ça juste fabuleux. Moi c'est vraiment un manga que j'adore et j'aimerais bien que les gens ils aillent le lire s'ils aiment bien un peu toute la vibe Exorcist. Je trouve qu'il est super réussi et il est même pas mignon en plus. Autant il y a des dessins un peu ronds, tu vois, pour les visages, etc. Mais il est Ouais. d'une violence et d'une cruauté. Oh là là, le Tout ce paradoxe qu'on entre aime. les deux. Mais du coup ça marche hyper bien. Moi ça me plaît tellement ce manga. Je suis très triste qu'il ait absolument pas de succès en France. Personne n'en parle. Je vois personne qui fait des reviews dessus. Il y a que moi qui en parle de temps en temps en disant on est d'accord, je suis toujours toute seule. Oh, je suis triste. Mais moi j'adore, vraiment j'adore ce manga en ce moment. Bah, merci beaucoup Caroline de parler de Make the Exorcist Fall in Love, disponible en 5 tomes actuellement chez Soleil. C'est chez Alors, Soleil donc. maintenant qu'on a parlé de toute cette période radio, Japon, allons sur quelque chose qui bah, me touche personnellement. Moi, je suis de la génération No Life, donc j'avoue, ça me fait plaisir d'en parler avec toi. Donc, cette période No Life, puis Internet, puis Twitch, actuellement. Ouais. Moi, j'ai une série que peut-être tu la connais. Je sais pas, tu me diras. Ouais. C'est une web série qui s'appelle Flanders Company. Je me rappelle d'un personnage qui s'appelle Ça me dit Nadège rien du Pruneau. tout. Ça me dit rien du tout. Non, c'est pour rappel, Flanders Company, c'est une série qui raconte l'histoire d'une société de super vilains qui vend ses services aux C'est ça. super-héros. Et dans le dernier épisode de la saison 1, nous avions le plaisir de rencontrer Henri Potier et Nadège Pruneau. Nadège Pruneau que tu joues en compagnie de ton mari, me semble. Bah ouais, mais c'était pas mon mari à l'époque. C'était pas mon mari à l'époque. Incroyable, comme quoi le destin. Faut savoir que ce tournage d'ailleurs a été un des déclics Oh, ah mais dis donc il est vachement sympa en fait. Tu vois vraiment le début du début avant même que ce soit vraiment le début parce qu'on était chacun en couple avec quelqu'un à cette époque-là, mais c'est vrai que je me rappelle de ce tournage en fait qui était et en fait il était vraiment très sympa et en fait c'est une occasion où on s'est parlé, on s'était croisés on va dire à l'inauguration de No Life, hein, pour se parler un petit peu juste comme ça. Il y a tellement de monde que je rencontrais personnellement. J'étais la petite jeune vraiment qui débarquait au milieu de tous ces adultes. J'étais adulte, hein, mais j'avais vraiment pas la sensation de l'être. Je levais la tête, je voyais tous ces gens-là, les Alex Pilot, bah les oui. Sébastien Rucher, tout ça. Des gens que j'avais déjà vus parce que, étant passionnée de tout ça, je m'y intéressais sur les chaînes de télé. Il y avait J1, pardon, Game One, One, bien sûr, ouais. qui s'occupait voilà de faire des émissions autour de certaines œuvres. Moi, j'avais d'abord rencontré donc par télé interposée Cyril Lambin sur D'accord. Les Nuits Nadia. C'est aussi Oui. voilà Omnibus, c'était un concept que j'adorais et je savais que c'était Alex Pilot qui l'avait quand même beaucoup mis en place. Du coup, ça faisait vraiment partie un peu de mes idoles professionnelles. Je me disais ah là là, tout ce qu'il fait Alex Pilot, mais c'est trop bien et tout. Moi, je devrais trop faire pareil et tout. Je pense que j'aurais jamais son niveau, mais voilà, il me fascinait beaucoup et j'avais du coup par la télé, j'avais rencontré Cyril Lambin, dont j'étais très fan du travail aussi, puisqu'en plus il expliquait tout ce qu'il Incroyable. avait fait dans ses émissions, et je me suis dit, oh voilà, le mec il est trop fort et tout, c'est incroyable. Et bon voilà, j'étais jeune quand j'avais regardé ça, mais c'est bien des années plus tard que quand j'ai intégré No Life, où j'étais vraiment là pour le coup bien adulte, hein, vraiment bien adulte, hein, j'avais beaucoup plus de 20 ans, que voilà, j'ai rencontré un peu tout ce beau monde. Ça a été le début d'une aventure vraiment, vraiment incroyable, avec des années d'expérience que rien ne pourra jamais remplacer. Je pense que j'y ai fait des amitiés qui resteront pour toujours. Et ça Et se puis rend... surtout... Et pardon, et ça se ressentait côté spectateur, téléspectateur, que c'était une véritable famille qui était face à nous. Enfin, vous aviez une Ouais, après on complicité a qui tous était phénoménale. ressenti un peu différemment, mais globalement, on était
quand même très soudés dans l'idée. Alors après, voilà, No Life, ça a duré un certain nombre d'années et en ce nombre d'années-là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus, qui sont partis. Donc, il y a des gens qui sont Oui, restés tout du long, mais il y a des gens qui, voilà, qui sont venus, qui ont apporté un petit peu quelque chose pendant quelques temps, puis sont repartis, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont gravité, on va dire, autour de No Life. Et très, très honnêtement, je me souviens pas de tout le monde. Parce qu'il y a, voilà, quand il y a eu le stagiaire qui est venu que 3 semaines, bah oui, ce par qui est exemple, normal. mais du coup, des fois, je reçois des messages de gens qui me disent Est-ce que tu te souviens J'étais à No Life et tout, machin. Et ils me donnent son nom. Et je suis je suis désolée, ça me dit rien. Oui, 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 c'est vrai. Non, non, non. C'est très, très dur parce que j'aimerais me souvenir de tout le monde. Mais c'est vrai que je me souviens que des gens qui sont restés plusieurs années. Et surtout des gens avec qui j'étais en contact pour le travail, avec qui Bah j'ai oui, vraiment bien évidemment. travaillé. Si c'est des gens qui faisaient par exemple du montage et qui étaient que dans un coin et que j'ai jamais dit bonjour, c'est très difficile de m'en souvenir. Mais c'était voilà, c'était effectivement une incroyable aventure qui m'a menée du coup, comme tu en parlais, à la Flanders Company, parce que c'est parce que j'ai été à No Life que j'ai rencontré Rudy Et et oui. que on s'est bien entendu, on a copiné et puis il m'a dit écoute, peut-être j'ai un petit truc à te proposer pour la fin de la saison 1 si tu veux. Est-ce que tu peux faire une comptable? Je fais ouf, ouais, si tu veux. Et du coup, j'ai ramené des vêtements qui, dans ma tête, faisaient un peu comptable. Et puis voilà, on a tourné cet épisode qui a été finalement un peu l'occasion d'enchaîner sur la suite puisque c'était effectivement le petit cliffhanger de ah en fait on va faire une vraie série et pas juste des petites scènes rigolotes. Donc c'était très, très cool et effectivement, voilà, la rencontre avec, vraiment Cyril Lambin, là, c'est vraiment l'occasion de se poser. Parce que les tournages durent quand même assez longtemps, souvent Oui. une journée, une Mmh. journée. À l'époque, en tout cas, c'était un épisode, une journée, parce que les Mmh. épisodes étaient quand même très courts, mais du coup, on passait la journée ensemble, quoi, donc c'était l'occasion, voilà, de se rencontrer. Saison 2, ça a été l'occasion pour toi de jouer, Nadège Pruneau, dans, de nombreuses scènes, au sein de Chantal Conas Corporation, si je ne me C'est ça. trompe pas. Hem, Moi, depuis que je connais cette série, je trouve que c'est un personnage qui est quand même, très japonais dans sa manière de jouer. On est sur des personnages de manga, assez marqués, notamment sur les saisons, d'après, où le personnage est transporté dans des dimensions parallèles. On Oui. voit qu'elle devient petit à petit, folle. C'est un euphémisme. Est-ce que, justement, ces personnages de manga, d'animé, ont été une inspiration pour, jouer ce personnage? J'ai un peu essayé, mais ça correspondait pas trop à ce que je lisais pour le coup. D'accord. Mais pas tant que ça. Par contre, il y a un truc à noter qui est quand même un effort qui a été fait par Rudy, c'est que, moi, je suis partie vivre 1 an au Japon, on l'a évoqué et en Oui. fait, il a fait sortir scénaristiquement parlant mon personnage de l'histoire, le temps le temps nécessaire, pour que, à mon retour, je puisse reprendre, mon, personnage, à la saison suivante. Donc D'accord. j'avais trouvé que c'était vraiment une démarche, particulièrement adorable de sa part, de se dire, on n'arrête pas on n'arrête pas le projet avec toi, juste on va le mettre en pause, mais du coup, pac, on s'arrange, hop, on va dire que Nadège, elle est télétransportée dans un autre monde, dans un monde Incroyable. parallèle et en fait, c'est grâce à Rudy que du coup, que Nadège Pruneau est encore dans les saisons actuellement, parce que, du coup, il a fait l'effort, pour que, même si voilà, je partais pendant un temps, je puisse revenir. Et bientôt, on aura l'occasion de te revoir en tant que Nadège Pruneau? Ah oui, 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 hein, Ah, c'est en cours de magnifique. finalisation, là, on a une saison 6 qui, Oui. va bientôt se terminer. On a essayé de commencer en 2020, mais on Il y a a eu eu un plein de Covid qui est problèmes. passé, non? Ouais, voilà. Du coup, on a repris les tournages beaucoup plus tard et comme maintenant, on n'a plus la fougue de la jeunesse et qu'on est, tous extrêmement occupés, certains sont devenus parents, Bien sûr. en fait, voilà, tout c'est compliqué, mais de manière globale, en fait, tout le monde est vachement plus occupé. On doit prévoir plusieurs semaines à l'avance si on veut se voir et cetera. C'est vraiment pas une blague, de petites Mmh. vidéos TikTok, hein, parce qu'on Bien voit ce sûr. genre de sketch dans les vidéos TikTok à base de: «Attends, mais en 2027, j'ai de la place». Et vraiment, c'est vraiment comme ça, en fait, quand on est adulte. C'est trop bizarre de se dire que c'est réel. Et donc, nos plannings de tournage, avant, c'était tous les week-ends, quasiment, hein, quasiment. Là, c'est vraiment, on va dire un week-end par mois, et encore, ça dépend. Il y a des périodes où on va essayer de se voir presque tous les week-ends parce que, ouh là là, il faut filmer en extérieur et la météo est bonne. Mmh. Mais là, on s'est pas vu pour tourner, en tout cas, pendant presque 7-8 mois. Donc,
Oui. C'est vraiment fait petit à petit et puis on se prend pas la tête, on n'a pas de deadline absolu. On prend le temps de faire ça comme on a envie de le faire. Donc oui, 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 Nadège Pruno Merveilleux. revient, mais pas que elle. Il y a toute l'équipe qui revient et Splendide. petit teasing, il y aura peut-être aussi Henri Potier. Oh, incroyable, incroyable, c'est magnifique. Alors, à côté de ton personnage de Nadège Pruno, on t'a surtout vu ces dernières années et depuis 2017-2018 sur Internet, sur Twitch, si je ne Ouais. me trompe pas. 2018, c'est ça? J'ai commencé en 2017. 2017? D'accord. Ouais, j'ai commencé en 2017 car, je me souviens que j'ai arrêté No Life en 2015 Ouais. et donc j'ai dû arrêter Japan FM en 2016 et donc j'ai dû commencer en fait, c'est facile. Twitch, j'ai commencé Twitch avec D'accord. l'arrivée de la Switch. Oui, bah oui, donc 2017. Ouais. Voilà, c'était facile. C'est avec l'arrivée de Breath of the Wild qui a Ouais. été mon cheval de bataille sur la plateforme pendant littéralement 1 an. J'ai fait que ça pendant 1 an et j'étais en mode waouh, c'est it's my job. J'ai pas d'argent, mais it's my job quand même. Le début d'une longue passion. Oui, bah en fait, le truc qui était très cool avec Twitch, c'est que vraiment ça m'a sorti d'un grand vide parce que en fait, j'ai subi plusieurs bouleversements. En fait, le premier bouleversement, ça a été d'être maman. Je me rendais pas compte à quel point ça allait me changer. En fait, je suis passée de je suis Caroline Ségara à je suis une daronne et je suis même plus vraiment une femme. En fait, je suis juste une maman. Et en fait, c'était une nouvelle position qui était très très compliquée en fait à garder parce que moi je me disais ouais mais je suis une maman mais je veux toujours être déjà la femme Caroline Ségara et puis j'ai envie finalement mine de rien de continuer à être la Caroline Ségara qui fait des trucs en fait. Moi je veux bien être juste maman mais alors dans ce cas pourquoi mon mari n'est pas riche. Enfin voilà. En vrai financièrement c'était pas possible que je ne travaille Ouais. pas. Mmh. Mais il y avait aussi cette idée de ouais mais mon gamin il va grandir et puis moi j'aimerais qu'il me regarde en se disant waouh ma mère elle a accompli trop des trucs et tout c'est fou. Donc je me disais non j'ai envie qu'il ait cette image aussi de moi de quelqu'un qui fait plein de choses dont il puisse être fier, se la péter auprès des copains et tout. Je sais pas j'avais un peu cette image quand c'était un tout petit bébé hein, déjà et du coup je me suis dit on va faire des trucs et j'ai jamais arrêté de faire des trucs. J'ai D'accord. eu des passages un peu à vide où j'ai vraiment parce que j'ai pas honte à le dire aujourd'hui mais je suis passée par une vraie dépression D'accord. extrêmement violente vers 2016-2017 et pour être très honnête, c'est Twitch qui m'a sorti de ça parce que j'ai renoué le contact à travers la plateforme avec une partie de ma communauté qui m'avait découverte sur No Life. Et en D'accord. fait, ça a été vraiment le petit à petit, tu vois, l'oiseau fait son Oui. nid. C'était vraiment petit à petit, je me suis dit: «Ah mais c'est trop cool». J'ai gagné un petit peu plus de viewers, mais c'est quand même très difficile de se faire une grosse communauté dessus, pour se différencier des autres et cetera. Mais je voyais quand même un peu de monde qui venait me voir pour jouer, à ce jeu vidéo où j'étais quand même très nulle, mais j'aimais trop ce jeu vidéo. Breath of the Wild, c'était vraiment un accomplissement de réussir à le terminer. On avait fait une soirée spéciale au Kawaii Café, avec plein d'amis que j'avais Super. invités. Enfin, c'était vraiment un super moment. Et du Ouais. coup, on arrive en 2018 et je me dis, on va essayer de rendre ça un peu plus officiel finalement. Mmh. Et j'ai créé ma société qui s'appelle Fantastic Raccoon. C'est une boîte de Bien production. sûr. Et en fait, si je l'ai créée, je crois que j'en avais déjà parlé ailleurs, mais en gros, c'est parce que j'avais déjà eu écho du fait que No Life, ça n'allait pas bien. Mmh. On m'en avait déjà parlé et donc je savais qu'il y avait les émissions sur lesquelles j'avais travaillé à No Life qui sont Japan in Motion et Esprit Japon Mmh. qui donc sont faites par une boîte de prod qui se trouve à Hiroshima au Japon et je savais que ça allait être compliqué pour ces émissions-là parce qu'elles ont besoin d'être diffusées en France dans une chaîne de Oui. télé pour continuer à obtenir leurs subventions et du coup je me disais que oula, il y a peut-être un truc à faire si je fais vraiment en plus une boîte de prod moi ça me permet de créer de mettre en place des projets pour pouvoir du coup faire ce que No Life faisait parce qu'en fait No Life apportait beaucoup en fait quand ils avaient des clients japonais vraiment au service client en or et tout c'est-à-dire qu'on préparait tout on rajoutait la voix off en français nous etc donc tout ce que No Life faisait et que je savais qu'une autre chaîne de télé ne ferait pas parce qu'en fait ils récupèrent juste ce qu'on appelle un PAD un prêt à diffuser et ils diffusent et puis c'est tout et je me suis dit tout ça c'est ma boîte qui va le faire donc on a négocié avec les japonais et tout ça a été mes premiers clients finalement et du coup voilà, ma boîte a servi à ça, mais entre autres, comme c'était une boîte de production, je me suis dit ça va servir à produire tout ce que je vais faire sur Twitch également. Donc j'ai fait donc tout ce que j'avais à faire pour Twitch à travers ma boîte, que ce soit achat de matériel, nouvelle caméra, etc. Enfin Mmh. tout passait par ma société et encore actuellement tout Oui. passe par ma société. Donc c'était un choix intéressant stratégiquement parlant de le faire.
juste, waouh, l'État en France, ils veulent pas qu'on fasse des sociétés, ils nous Oui. piquent de l'argent Mmh. de tous les côtés. Ouais. Donc c'est un peu dur, on va dire, financièrement encore aujourd'hui parce que rien n'est facile, tout est très variant, ça oscille de tous les côtés, tout le temps, c'est très aléatoire sur plein de points. Et en fait, en 2018, quand j'ai créé ma société, c'est le moment aussi où je me suis, mise à plus sérieusement parler de manga, car je me disais: «Mais trop bien, moi, quand j'étais à No Life», alors bien sûr, je parlais de musique, mais il y avait, je me souviens plus du nom de la rubrique, mais il y avait une rubrique où on parlait de manga et d'animé et donc ça, c'était sur, on va dire, sur mon temps de travail que je le faisais, mais Mmh. je faisais des petites chroniques aussi là-dessus et je me disais: «Ah mais trop le kiff, je vais pouvoir refaire ça, mais d'une manière totalement différente, beaucoup plus libre, à mi-chemin entre la libre antenne et la chronique écrite. Enfin voilà, je me disais, ouais, c'est un peu plus hybride finalement de faire ça sur Twitch. Mmh. Et j'ai créé donc une première case qui s'appelait le vendredi lecture, car du coup tous les Oui. vendredis, enfin les vendredis soirs, mais est-ce que c'est tous les vendredis, je ne sais plus. Je parlais de mes lectures. Voilà, je parlais de mes lectures. Et du coup, petit à petit, comme ça, je suis allée voir les maisons d'édition. J'ai fait bonjour. Du Mmh. coup, là, je suis sur Twitch. J'ai une petite case. On parle de manga. Est-ce que je peux avoir vos nouveautés? Comme ça, je peux les lire et je peux en parler. Et comme ça, vraiment petit à petit, d'un éditeur à l'autre. Et le premier qui m'a dit oui, c'était Grégoire Hello de Kurokawa. Bon, en même temps, je le connaissais de No Life, donc c'est un copain. Et il a été très gentil. Il m'avait donné quelques nouveautés. Et du coup, j'ai pu parler de ces titres. C'était vraiment par là que ça a commencé, avant de se développer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus par la suite, parce que en 2019, j'ai eu l'incroyable chance, grâce à Louis San, le youtubeur Louis San, qui a insisté comme un fou auprès de Webedia pour que je sois invitée et que je puisse faire une émission avec l'équipe de Mangasure. Et depuis, je les ai jamais quittés. Voilà, je suis voilà, comme un parasite, je suis là. Euh, Mais toujours aussi incroyable, hein. mais tout à fait. Et du coup, voilà, j'étais dans Mangasure. Donc, ça a été vraiment le premier pas vers tous les autres projets que j'ai pu mener. C'était vraiment un cheminement qui s'est fait de cette manière-là. Puisqu'après, grâce à Mangasure, j'ai pu rencontrer Erwan Lafleuriel, journaliste à IGN France, Voilà. qui m'a Mmh. proposé, ensemble, viens, on crée le Cri du Mochi, qui est devenu un rendez-vous hyper important pour moi, puisque c'est un des trucs qui me prend le plus de temps sans la moindre rémunération, mais qui est devenu important dans le sens où moi, ça me permet, en toute honnêteté, de rester à l'affût de ce qui se passe dans l'actualité du manga en France. Ça me permet de repérer systématiquement ah bah oui, bien sûr, enfin, tu vois, ce titre-là, j'étais l'éditeur. Bon, après, il y en a que je mélange parce que je sais que c'est le même groupe, genre Soleil et Oui, Delcourt, oui, non, c'est le mais même bon, groupe. Je les on va mélange pas tout le temps. chipoter, on va pas chipoter. Mais eux, c'est fou, hein, je les mélange vraiment Je systématiquement. comprends et ça fait des C'est années. terrible. Je Ça vient comprends. de la même société quand Mais je reçois c'est les ça. enveloppes. Mais oui, mais c'est pas compréhensible. Mais du coup, voilà, en fait, tout s'est développé vraiment petit à petit naturellement là-dessus. J'ai créé le BL Café aussi avec des copines Mmh. fans de BL. On a même créé une case avec Mehdi et une copine qui s'appelle Léo pour parler de hentai. À un moment donné, bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que je me faisais un peu trop ban de la plateforme. Donc voilà, on a un peu stoppé le truc. On a essayé de le streamer ailleurs sur d'autres plateformes, mais en fait, c'est le caca intersidéral. Il y a que Twitch Ouais. qui peut supporter de recevoir 300 personnes d'un coup. Ailleurs, ça marche pas. Ça, non, ils ont pas les serveurs pour supporter ça. Et puis, on pouvait pas nous permettre de payer des serveurs pour ça. Enfin, c'était. Donc, en fait, pour l'instant, ce truc est complètement à l'arrêt. Mais voilà, il y a plein de concepts qui se sont développés sur Twitch et qui m'ont mené vers des travails rémunérés. Parce que du coup, j'ai été contactée par Crunchyroll en premier, qui m'ont proposé D'accord. d'animer sur leur channel Twitch à eux pour des petits festivals qu'ils avaient. Après, j'ai été contactée par Glénat pour du coup quelque chose d'extrêmement récurrent. Au Pour le début, Glénat Manga c'était Live? exactement, c'était une Ouais. émission qui était d'abord hebdomadaire, après 2 fois par mois, et enfin, c'est devenu une émission mensuelle depuis quelque temps, en compagnie de mon co-animateur Ken Bogard, qui est le présentateur historique de Mangasure. Donc Effectivement. Ouais, ouais. c'est quelqu'un que j'adore, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, et je suis extrêmement heureuse de pouvoir co-animer cette émission avec lui. J'ai aussi travaillé pour d'autres éditeurs de manière un peu plus ponctuelle. J'ai travaillé pour Kurokawa, j'ai travaillé pour Pika. Enfin, dès qu'il y avait moyen d'animer quelque chose, étant donné que c'est mon métier, Totalement, oui. Ça tombe bien. voilà, j'étais en mode, bah vous savez, bah, moi je peux le faire, voilà, ça coûte tant, tatati tatata, on s'organise, et puis je sais mettre en place un conducteur, enfin Ouais. voilà, en fait,
comment dire, je suis vieille aujourd'hui, hein, faut dire les choses. Et du coup, j'ai une Tu es expérience quand même qui est expérimentée. assez Voilà. voilà, c'est conséquent. Et du coup, je sais que je peux gérer plein de cas de figure différents. Et je Mmh. remercie vraiment le destin, Dieu, de toutes les belles opportunités que j'ai pas arrêté d'avoir jusqu'à maintenant, même si j'ai des périodes très vides par moment et c'est dur au niveau du foyer. Mmh. Mais voilà, il y a vraiment des trucs géniaux qui arrivent de temps en temps. Si vous souhaitez plus de détails, je ne peux que vous diriger vers le podcast de notre confrère Arigato qui justement, il y a pas longtemps justement avait fait une émission avec toi, Oui, qui était passionnante donc où il y a plein d'informations sur différentes périodes de ta vie. oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me souviens très bien de certaines de tes interventions chez des éditeurs, notamment chez Kurokawa, où un jeune stagiaire était tout simplement impressionné de te rencontrer. Je ne donnerai pas son nom, mais il présente cette émission. Euh, Mon Dieu, mais tu veux dire, je t'ai croisé, j'ai oublié, je suis oui, désolée, non, pardon, mais j'ai pas la mémoire des mais visages. alors, c'est normal parce que, premièrement, j'avais 19 ans, si j'avais une barbe, mais j'avais plus de cheveux. Enfin, j'avais des cheveux à cette époque-là. C'était Bah impossible voilà. que tu me reconnaisses. Mais du coup, la boucle est bouclée. Je suis très content, du coup, de te recevoir parce qu'à l'époque, waouh, c'était très impressionnant. Ah bah, je suis Donc, d'autant plus honorée d'être sur l'émission. Mais tu sais que le podcast de Arigato Podcast, j'ai rigolé. C'est genre il y a 2 jours, j'ai parlé avec Alex Pilot, il m'a dit qu'il a écouté le podcast et ouais. il m'a dit qu'il était très content de l'avoir écouté. Il y a des choses dont il n'était pas au courant. Ah, génial! J'ai trouvé ça génial aussi. Mais vraiment, c'était passionnant. Vraiment 2 heures de pur plaisir où on apprend plein de choses, effectivement. Alors, le temps passe malheureusement. Je vais te poser quelques questions en rafale, Ouais, ouais, si t'es chaud. ouais. Premièrement, je me souviens d'un manga un petit manga qui a pas forcément marché aujourd'hui, dont tu faisais l'apologie en 2018, qui s'appelle My Hero Academia. Est-ce que tu es toujours aussi fan? Alors c'est vrai que waouh, My Hero Academia, ça a été tellement important dans ma vie. C'était vraiment pour moi pas. Alors j'aime pas ce terme, le renouveau du shonen, parce qu'en fait c'est même pas vrai. Oui. Mais en fait, moi j'avais plus trop lu de shonen pendant une longue période. Je lisais d'autres choses. Et en fait, ça a été le premier shonen sur lequel je suis repartie après une longue pause de shonen. Et Mhm. j'étais en mode waouh, mais qu'est-ce que ça me fait ressentir, mais c'est incroyable et tout. Et c'était phénoménal. Et j'avoue que la vie que je mène actuellement, qui fait que j'ai très 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 peu de temps, c'est extrêmement compliqué. J'arrive même pas à suivre les animés que j'aime. Genre Mhm. Dan Da Dan, là, de la saison, j'ai maté que Oh. cet épisode. J'ai toujours pas eu le temps de continuer la suite. Parce qu'en Mais fait, on l'épisode essaye 7 est très bien. de. Bon, il est fabuleux. Il est fabuleux, il faut dire est les très bien. choses. Tu peux t'arrêter sur ça. Non, mais j'aimerais bien voir la suite parce que Oui. j'aimais bien aussi le manga. Mais My Hero Academia, j'ai acheté tous les tomes. Je crois qu'il m'en reste quelques-uns que j'ai pas acheté parce qu'en ce moment c'est compliqué au niveau des sous. Mais j'achèterai tout. Voilà, tu peux être sûr de Très ça. bien, Tout sera très, très acheté. bien. Et même si je suis plus du tout au niveau de l'actu de ce qui se passe avec My Hero Academia, je sais que ça restera tellement fort ce que j'ai ressenti avec cette œuvre. J'ai encore énormément de goodies à la maison. J'ai des shikishi. Parce qu'en fait, quand je suis allée au Japon, j'ai acheté des tas de trucs. J'ai un coussin Ah, My Hero super. Academia. Donc ça reste quelque chose qui est très présent, on va dire, dans ma vie. Ouais. Mais je ne lis. Genre, j'ai pas du tout lu, mais genre trop longtemps. Et l'animé, on s'est arrêté avec mon mari. On s'est arrêté. C'est même pas la dernière saison en date, c'est la saison d'encore avant. D'accord, oui. Donc on est très en retard là-dessus, mais ouais, c'était un grand bouleversement émotionnel sur plein de points pour moi, My Hero Academia, et ça reste une œuvre importante, même si actuellement je suis pas en train de vivre toute la hype de la fin, puisque c'est très bientôt la dernière Oui, saison, je sais. effectivement. Donc c'est ça. j'aimerais Mais bien c'est bien. rattraper mais en tout cas, ouais, non, je ne changerai jamais d'avis, je pense, sur My Hero Academia. Tant que tu vis la chose, c'est le plus important. La même chose pour Kemono Incident? Ah, Kemono Incident, je suis trop triste en fait, hein, parce que l'animé Oui. il a pas marché. Qui n'a pas marché, là, Ah là malheureusement, pour là. le coup. Mais il était beau, en plus il était pas moche. C'était vraiment pas mal. Le manga, j'ai que 11 tomes pour l'instant, je suis en Ouais. retard dessus. Donc, mais vraiment, jusqu'à 11 tomes, c'est une perfection pour moi encore. C'est Je suis très, très en très retard, je crois qu'il y en a 20 maintenant. Mais sur les 11 tomes que j'ai lus et que j'ai en ma possession dans ma bibliothèque, ouais, vraiment pépite. Bon, Pépite. merveilleux. Est-ce que tu aurais un genre préféré? Un genre narratif, scénaristique? Ouais. Bah moi j'aime bien. En fait, c'est fou parce que j'ai toujours aimé les histoires un peu fantastiques, Ouais. mais au fur et à mesure de mes lectures pour le travail principalement, j'ai découvert que j'étais ultra fan de science-fiction.
Mais genre jamais je me serais dirigée vers la science-fiction, ça me semblait juste chiant vu de loin. Et en fait, à chaque fois que j'ai dû lire des titres de science-fiction, vraiment j'ai ressenti des trucs incroyables. Donc je me dis, mais peut-être qu'en fait j'aime la science-fiction, Mais c'est mais magnifique. mais à aucun moment j'ai envie de me diriger vers elle, tu vois quand même. C'est trop Ouais, bizarre, mais c'est c'est hyper très bien. bizarre. Elle vient vers Mais toi. j'adore ça. Ouais, ouais, elle vient vers moi et à chaque fois, globalement quand même, je suis assez éblouie. Je suis vraiment, il y a des choses qui se passent. En fait, cette vision quand même parfois assez futuriste. On va partir, ou dans d'autres univers, ou on va aller Mmh. dans le futur, ou on va être dans une dystopie. Enfin, c'est vraiment la science-fiction effectivement, peut amener des contextes narratifs hyper intéressants et je suis très contente en fait du coup d'être obligée parfois de lire des choses auxquelles je Oui. j'aurais pas Mmh. pensé personnellement parce que c'est des découvertes folles. Splendide. En plus, notre dernier invité pour ce concept, Maxime Bender, a dit exactement la même chose. La science-fiction, peut-être que le ou la troisième sera fan de SF aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, Boys the Love Café. Alors j'aurais voulu qu'on s'y penche de manière plus profonde, mais tout simplement, comment convaincre des gens de lire du Boys Love pour justement celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément ce trope. C'est très difficile de convaincre des gens parce que, bah, en fait, de par, la société dans laquelle on est et de par, on va dire l'éducation qu'on a pu avoir, on a des a priori et puis on a surtout des manières de voir les relations qui sont très différentes et pour moi, le lire du boys love, c'est quand même avoir une espèce d'ouverture, sur le regard du monde. Après le boys love, c'est tellement divers et varié, en Ouais. fait, Mmh. je me rendais pas compte avant de me plonger autant dedans et de me spécialiser autant dedans. Pour moi, en fait, il y avait vraiment une forme narrative qui est le fantasme féminin étalé, parfois avec violence sur du papier. C'était une forme très libératoire pour certaines femmes de pouvoir s'exprimer sur certaines choses. Et en fait, aujourd'hui, le boys love, il y a tellement de tout, j'ai presque envie de te dire que tu peux avoir un super titre de SF en boys love, tu Oui, peux avoir d'accord. la petite tranche de vie adorable. Le seul truc, c'est que le prisme du cul est très très large. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un pourcentage de titres qui sont réservés à un public averti, qui fait que c'est Oui. compliqué si t'as pas déjà un peu lu du boys love de pouvoir te plonger dedans sereinement. Il y a quand même un pourcentage d'œuvres où c'est voilà, c'est Oui. très explicite dans les contenus et je sais que ça gêne des gens, même des gens finalement j'ai vu des gens qui voulaient découvrir le boys love. Ah, trop explicite, c'est trop compliqué. Donc D'accord. c'est un peu délicat de réussir à convaincre les gens, mais moi ce que je dirais en fait, c'est que de la même manière qu'il y a un manga pour n'importe qui parce que c'est tellement dense en termes de différents artistes et de contenus et de thématiques, en fait le boys love en est à ce point aujourd'hui. Il y a de tout en boys love et d'ailleurs, j'ai lu quelques super titres de SF, de souvenirs, en boys love OK. aussi, mais en fantastique également, des univers un peu dystopiques aussi. Après, il y en a de plus en plus qui vont être basés vraiment sur, des contextes plus réels, parce que la cause LGBT, actuellement dans l'actualité du monde, bah, c'est un sujet, qui s'intègre de plus en plus, dans, les problématiques des personnages. Ça devient, voilà, vraiment des sujets qu'on aborde avec, beaucoup de réflexion. Le sujet de la famille aussi, enfin moi les bouquins d'ailleurs qui m'ont fait le plus pleurer récemment, c'est les bouquins où il y a des couples, gays avec un enfant au OK. milieu et Oui. et vraiment, je me dis: «Mais c'est incroyable que ça puisse me provoquer autant d'émotions». Alors que la personne qui a écrit est même pas maman, parce que souvent c'est des autrices D'accord. et genre, il y en a un que j'ai lu récemment, je crois que ça s'appelait, «Moi, papa et papa» ou un truc comme ça, sorti chez Taifu et j'ai pleuré, mais j'ai tellement pleuré et le truc était écrit avec une justesse incroyable. Moi, en tant que maman, j'étais en mode: «Mais cette personne est maman?» Même Splendide. pas! Même pas! Elle était même pas maman. Elle a dit qu'elle avait tout écrit grâce au, recueil de plein de témoignages d'amis, parents. D'accord. J'étais en mode: «Mais c'est incroyable!» et celui-là, il est vraiment bien. Vraiment, je le recommande. Alors, il est un petit peu explicite, mais pas beaucoup. Il est Ouais. vraiment là pour, parler, bah, de la construction d'une famille, comment on décide qu'une famille, c'est une famille, les sacrifices qu'on fait pour sa famille, et le regard de la société et cetera et cetera. Vraiment, il était magnifique, il était fabuleux. C'est pas ce que j'allais chercher au départ quand je lisais du boys love. Moi, Ouais. j'y allais effectivement pour la coquinerie, principalement. Donc j'aimais bien les histoires, on va dire à la fois légères, pas trop complexes et puis surtout qui se terminent bien. Comme ça, à la fin, t'es heureux, t'as le sourire et t'es sur un petit nuage. Mmh. Et en fait, le boys love a commencé à développer pas mal d'histoires comme ça, là où
quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais tombée beaucoup plus facilement sur des histoires très problématiques et très Oui, toxiques dès le d'accord. départ. Oui. Aujourd'hui, il y en a toujours, mais on peut orienter les gens selon ce qu'ils ont envie de lire, envie d'avoir entre les mains. Il y a de tout c'est quand même un univers intéressant à découvrir. Très bien. Tu m'as permis de faire une merveilleuse transition. On a parlé du passé, on a parlé du présent, mais on va parler aussi du futur. Comme tu l'as dit, tu es maman. Ouais. Tu es donc maman et lectrice. Est-ce que la lecture, c'est aussi une transmission importante pour toi? Avec ton petit raccoon? C'était quelque chose que moi je voulais important en tout cas et qui a été complètement détruit par mon propre fils puisqu'en fait Ah! il n'aime pas du tout la lecture Ah et non! il n'aime pas du tout les mangas D'accord. et en fait depuis qu'il a appris à lire, moi j'essaie de lui mettre plein de mangas dans les mains, j'en avais récupéré plein auprès de plein d'éditeurs justement, des mangas pour son âge, pour sa tranche d'âge, etc. Et je me disais on va partager des choses et tout, ça va être incroyable, ça se trouve il va être chroniqueur avec moi et tout. Enfin, tu sais, j'avais Ouais. vraiment des films dans ma tête et en fait c'est très difficile de forcer un enfant Oui, dans bien sûr. c'est mes fantasmes à moi finalement que mon fils aime les mangas et du coup non ça reste très difficile aujourd'hui. Il a 10 ans, il est au collège, tous ses camarades aiment les mangas, hein, voilà, je positionne le truc. Lui non, voilà, et en plus il a aucun scrupule à dire ah vous aimez ça, moi j'aime pas ça du tout. Vraiment, et je lui dis mais ça va, il fait oui Mais oui voilà. quand même on reste copains quand même, hein, tout va bien. Je fais bon bah tant mieux. Il aurait pu franchement amener les copains, se la péter en mode Mais oui, ouais ma ma daronne elle a trop maman, plein de ouais. mangas, elle a un kit Ouais. presse hein, de telle série et tout, toi tu l'as jamais vu. Non même pas, rien, Non, nada, ça non, sert à rien. C'est du coup une passion qui c'est reste pas sérieux. un peu solitaire pour moi finalement dans mon D'accord. foyer parce que même si mon mari aime aussi les mangas, c'est un homme débordé aussi Eh par oui. tout plein Mmh. de choses, des activités et tout. On a on a des choses en commun, voilà, on aime des mangas en commun, mais pas tout non plus. Donc je peux pas non plus tout partager avec lui. Et du coup, maintenant, pour l'instant, c'est clair que j'aurais du mal à partager ça avec mon fils, mais je ne perds pas espoir. Je me dis que il n'a que 10 ans. Il y a des gens, ils ont commencé à lire beaucoup plus tard des mangas. Exactement. Enfin, voilà, c'est pas perdu. Et en fait, de manière générale, j'aimerais bien qu'il lise même parce que Mmh. autant, voilà, c'est un dieu des mathématiques, autant tout ce qui est construction narrative, expression écrite et tout, je vois que Ouais. c'est des choses où il a plus de mal, mais je me dis que ça joue peut-être, tu vois, c'est un ensemble. Il a plus de mal parce que, justement, il comprend moins bien, le sens de telle ou telle phrase, de tel mot, machin, enfin, tout est lié, quoi. Moins tu lis et moins tu aimeras lire, enfin, ça me semble logique. Magnifique. Alors, la toute dernière question et promis, je te laisse t'envoler après. Oui. Quel est le manga que tu relis en boucle et quel est ton dernier titre lu? Oh là là, alors attends, c'est gênant parce que le manga que je relis en boucle, c'est un boys love. Mais c'est très bien, au contraire! Il faut en parler des boys love. Le manga je sais que j'ai relu quand même vraiment pas mal de fois, c'est un titre de Niyama, qui s'appelle, oh mon Dieu, j'ai plus le titre en français, ah si, c'est, je je préfère en nature. C'est D'accord, ouais. c'est en Boys fait, love, OK. c'est ouais, mais en fait, c'est une autrice que j'adore parce que du coup, c'était une des premières que j'ai lues, où il y avait, voilà, des histoires où vraiment beaucoup d'humour. On a vraiment D'accord. beaucoup d'humour et c'est des situations absurdes qui se produisent et celle-ci, je préfère en nature, rapidement, c'est l'histoire d'un yakuza qui, en fait, voilà, il va récupérer l'argent, tu sais, quand, ils ont fait un prêt et tout machin, maintenant, Mmh. c'est le moment de rendre l'argent avec les intérêts et tout, tu vois? C'est un gars qui Très va bien. récupérer comme ça les dettes et en fait un jour il se pointe dans une petite baraque, vraiment tu sais le truc qui tombe en miettes sur un petit bout de terrain, tu sais la famille elle est pauvre et tout et en fait OK. il y va avec son assistant et en fait il ouvre la porte et il tombe sur du coup une petite mamie machin, tu sais, il fait: «Il faut rendre l'argent et tout» OK. et en fait d'un seul coup il y a le grand frère de la famille, qui est un adulte, hein, je rassure Oui, quand même au OK. cas où, qui Ouais. débarque en disant: «Qu'est-ce que vous voulez à ma famille et tout? Qu'est-ce qui se passe?» Et là, le yakuza, il fait: «Ah mon Dieu, je suis amoureux». Et en fait, du coup, il Magnifique. va essayer d'attirer ce garçon dans ses filets, en lui faisant croire que oui, il faut payer, mais on peut s'arranger en nature, machin, patati patata. En Et nature. D'accord. oui, voilà. Et du coup, le Ouais, truc ouais. est très très drôle, c'est que le jeune adulte comprend la situation. Il fait: «Oh là là, putain, je vais me sacrifier pour la famille et tout», tu vois? Il est vraiment en train de se dire: «Voilà, je vais passer à la casserole». Et en fait, quand ils vont à l'hôtel faire les petites affaires, il découvre que c'est pas lui qui passe à la casserole, c'est le yakuza. Qu'en fait, le yakuza, en fait, il aime être dans cette position-là
Et du coup, ça lui ouvre des perspectives qu'il n'avait jamais envisagées. Et en fait, de là va naître une histoire d'amour, mais vraiment absurde, et c'est drôle. Et en fait, c'est un titre que j'aime beaucoup relire parce que il y a pas de problème dedans, tout file droit. À la fin, tout le monde est heureux. Enfin, tu sais, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très Et bien. sinon, le dernier titre que j'ai lu, ça devait être du coup celui que j'ai chroniqué dans Le Cri du Mochi hier. Ouais. C'est Let's Go Karaoke de Yama Wayama, sorti Oui. chez Vega, qui est vraiment littéralement une pépite. Très bien. C'est merveilleux. Vraiment, découvrez Yama Wayama. C'est une autrice avec beaucoup de talent, avec un univers vraiment qui lui est propre, et surtout son humour, un humour un peu décalé, un petit peu voilà, porté sur l'absurde aussi également, avec des situations rocambolesques, en tout cas dans Let's Go Karaoke, où là aussi je te fais le pitch rapidement avant de m'en Oui, aller. oui. Mais Ne te mets pas en retard. en gros, on a, décidément, je suis désolée pour les Yakuza. On a un Yakuza, encore une fois, c'est même pas fait exprès. On a un Yakuza qui, en fait, va dans une salle de représentation où il y a un collège qui fait voilà son spectacle de chorale. Il repère le gamin qui est le chef de la chorale, et en Ok. fait, il l'attrape à la sortie de la représentation, et vraiment, le gamin, il se dit: «Ah putain, je suis kidnappé, je vais être tué, tout c'est sûr, au secours!» Et il embarque dans une salle de karaoké, et en fait, le Yakuza, tu sais, ils sont à l'aise et tout, il lui sort sa petite carte de visite. Alors voilà, je suis un Yakuza, voilà mon nom de clan et tout, machin, tatata. Le gamin, à tout instant, il se dit: je perds la vie une fraction de seconde, je me tais. Et là, il lui explique, voilà, je suis dans un clan et tout, puis le boss, il aime faire des concours de karaoké, mais c'est une catastrophe parce qu'en fait, celui qui chante le plus mal, et ben en fait, Et oui. il va subir Et oui. le tatouage. C'est très drôle, tu vois. Il explique: Ridicule, ouais, ouais. personne veut être tatoué par le patron parce que ça fait trop mal, et puis en plus c'est moche, et tu fais mais c'est absurde et c'est Des ridicule, mais Yakuza, c'est bien sûr. c'est très très drôle. Et du coup, de fil en aiguille, il va se retrouver à coacher un peu tous les Yakuza. Mais il a toujours peur pour sa vie. En fait, c'est drôle, ce décalage entre voilà, le gamin qui se dit à tout instant je vais mourir, ils vont sortir un couteau et hop, voilà, il y aura plus moi, il y aura plus Satomi. C'est bon, c'est terminé. Comment, pardon? Non, je Ah oui, disais oui, c'est oui, bon, c'est ouais, terminé. qui se dit: «C'est bon, c'est terminé, ma vie, c'est foutu», effectivement. Et en fait, finalement, il y a une espèce d'amitié, une bromance en vrai qui va se développer un peu entre les 2 personnages, mais quand même quelque chose d'intouchable, dans le sens où il ne se passera rien dans Très bien. dans ce one shot. Donc les gens peuvent y voir une bromance, les gens peuvent y voir une amitié, voilà, les gens peuvent y voir ce qu'ils veulent, mais en tout cas le manga en lui-même est très très propre là-dessus, et en plus c'est vraiment une belle conclusion. Enfin, on est sur un one shot Ok. qui se conclut très bien, où on se dit oh s'ils veulent ils continuent parce que l'histoire elle était tellement cool et les personnages hyper attachants, mais let's go. Mais en même temps ça se tient hyper bien. Yama Wayama, vraiment une artiste absolument à découvrir. Magnifique. Eh bien, quelle merveilleuse recommandation pour terminer cet épisode. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir accordé autant de temps pour cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver très rapidement ? Ben écoutez, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Vous tapez Caroline Ségara, vous m'aurez sur X, sur Blue Sky, sur Threads et sur Instagram. C'est la plateforme sur laquelle je poste le plus de trucs, c'est Instagram. J'ai aussi un TikTok. Et bon, j'ai aussi un YouTube où en ce moment j'essaye de mettre des replays. Donc n'hésitez pas à aller checker également. Voilà, Caroline Ségara un peu partout. Mais le plus important reste évidemment ma plateforme Twitch. Bien évidemment. Pareil, Caroline Ségara. J'ai tout mis en Caroline Ségara sauf X parce qu'ils ont jamais voulu me laisser mettre mon nom. Mais voilà, Caroline Ségara partout, de tous les côtés. N'hésitez pas. Merci d'avance pour le soutien si vous venez. C'est très cool. On en a toujours besoin. Alors, Caroline, on a une tradition pour terminer cet épisode. Est-ce que tu peux dire le slogan de Entrepods ? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Merci. Le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entrepods et c'était un honneur et quel plaisir de recevoir Caroline Ségara. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. À très bientôt. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.